La vidéo que vous apprêtez à regarder a été tournée dans une super session coop. Et je suis avec Grégoire, du coup, qui est le fondateur de cette super boîte qui est Bonjour coop. tout le monde. Dis bonjour. Bonjour tout le monde. Grégoire, c'est quoi coop? Eh ben écoute, encore plus intéressant, c'est quoi coop pour toi Thomas? Grégoire, il faut savoir, c'est un gros hacker. Et du coup, il hack le système et il me fait moi pitcher sa boîte. Coop, en gros, pour moi, c'est une solution qui répond à la solitude des indépendants et à la fois aussi au fait que, en tant qu'indépendant et quand on est dans des coworking et dans des sessions de travail, c'est souvent dur de briser la glace et de travailler, Ouais, et de pas, absolument. surtout parler avec les gens. Et du coup, c'est créer des espaces de travail en petits comités qui permettent aux gens de vraiment discuter de leur activité, vraiment aller plus loin que juste je fais semblant de travailler à côté de gens pour pas me Ouais, sentir seul exactement. et vraiment avoir un échange. Ouais. Et J'ai bien puis pitché? c'était super. Et finalement tu pars de cette journée avec un bagage encore plus gros et encore plus motivé. Trop bien. Et du coup, la vidéo que vous allez voir juste ensuite, c'est justement le début de cette journée de travail où j'étais l'invité de Grégoire pour venir discuter avec les gens qui étaient là. Et on a fait une session questions-réponses, donc j'espère que ça va vous apporter de la valeur et vous donner envie de venir à une session coop. Ouais. C'est parti. Tu veux commencer du coup? Pour faire quoi? Vas-y, Attends, représente-toi. ouais, il faut que je me présente, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Présente-toi pour Veille, surtout. Ouais, Et que, c'est tout. je sais pas si tu as des questions sur ton activité, sur où t'en es. Et surtout, Ça va être compliqué. je pense que ce que j'aimerais bien partager ce matin, c'est où t'en es par rapport au fait que ton activité te ressemble vraiment, où tu te sens vraiment aligné dedans, où tu travailles vraiment avec les gens, où tu as envie de travailler, ce genre de questions-là. Ok. Plutôt que des trucs très business terre à terre, genre l'alignement entre toi en tant que personne et ton activité pour qu'elle te corresponde. Ok, d'accord. Et sinon, je peux te présenter pour Veille. Ouais, déjà, je vais me présenter. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi je fais du social media management, Instagram, Facebook. J'ai un gros accent sur Pinterest aussi, parce que Pinterest pour l'instant c'est pas très exploité par les personnes. Ça veut dire, je suis d'accord. Par les personnes, par les marques, et du moins en France. Et du coup, je me suis dit, en fait, je pense que la différence, elle peut être là aussi, parce que tout le monde connaît très bien Instagram, connaît très bien Facebook. Il y a plein d'experts déjà là-dessus. Et moi, Pinterest, j'ai vraiment envie d'être une des premières, parce que je ne serai pas la première de toute façon, mais une des premières à bien maîtriser cette plateforme-là. Je fais de la rédaction web aussi. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'axe beaucoup mon travail finalement autour du green, donc des marques bio, donc via mon blog justement, je parle beaucoup de sujets autour du bio. Je peux te poser une question? Est-ce que tu mets en lumière des produits, des marques sur ton blog? Oui, mais c'est pas ce qui plaît le plus aujourd'hui. Ce qui plaît le plus sur mon blog, ça va être plus le DIY, donc comment faire, je sais pas moi, son baume à lèvres maison. Trop bien. Ou ça, enfin je sais pas, une crème. Et en fait, les gens, ils aiment un peu se réapproprier finalement ce qu'ils utilisent au quotidien dans la salle de bain, parce que il y a un peu une méfiance par rapport au listing key, long comme le bras. Tu commences à avoir une audience un peu ou... Ouais, sur le blog, oui. Tu as combien par mois à peu près? Si t'as en tête, tant pis sinon. Ouais, alors 10 000 visiteurs uniques. Ok, c'est pas mal. Et du coup, c'est aussi ce qui m'a un peu formée au digital. Ouais, forcément. Notamment Pinterest, au SEO. C'est Pinterest ton gros canal d'acquise? Ouais, et là je pense que je vais faire une petite refonte SEO parce que je peux pas juste reposer tout sur Pinterest. Quoi. Et j'ai créé en parallèle un deuxième site, le Citron Rose, où je vais parler de marketing digital de manière générale, mais avec un gros accent sur Pinterest, parce que voilà, marketing digital, il y en a qui font mieux que moi, comme webmarketing.com. Donc voilà. Est-ce que sur ton site Citron Rose,
on voit le lien entre toi et le site. C'est bien mis en avant, ça ou pas? Parce que je me dis que si tu prends la parole sur Pinterest, ça peut être un super bon outil de légitimité pour toi, pour vendre tes prestats, tu vois. Plus que juste un média d'information pour les gens, ça peut aussi être une preuve de ta légitimité sur le marché. Justement, ça c'est quelque chose que j'essaie de travailler. Bon, sur la homepage, oui, on voit très bien le lien parce que justement, j'ai mon petit pavé de présentation où j'explique que justement ce site est à but informationnel, mais que justement on peut aller au-delà avec ton accompagnement. Mon accompagnement. Aujourd'hui, je suis plutôt au niveau des articles que je crée, je suis plutôt dans la logique où je veux acquérir des leads via la newsletter. Sur ce site marketing digital, et c'est ça qui est un petit peu difficile. Et justement, au niveau de la définition du client idéal, c'est que mon site est informationnel. Typiquement, si tu as un blog voyage Pinterest, ça peut t'intéresser. Plus la partie conseil finalement de mon site. Mais tu vas pas être intéressé par du consulting de ma part, à moins d'être une très très grosse marque. Ou avoir... c'est ça qui est un peu difficile. Je pense que... Déjà, attends, avant de commencer à répondre, est-ce qu'il y a des gens que toi, ça te dit, j'aimerais trop travailler avec ces personnes-là? Parce que là, tu prends l'exemple de Veille et son blog voyage. Est-ce que les gens qui ont un site ou qui créent du contenu et qui ont envie de le rendre plus visible, peu importe le secteur, est-ce que c'est ces gens-là qui t'intéressent? Est-ce que c'est les gens qui font des trucs sur le voyage qui t'intéressent? C'est quoi les gens où tu te dis, ces personnes-là, j'ai vraiment envie de travailler avec eux? Alors c'est là où je pense qu'il faut que je sois un petit peu plus claire, moi, dans mon discours, c'est que en fait, je m'adresse à toutes les personnes qui ont envie de se perfectionner sur Pinterest. Et après, si je dois bosser en one-to-one ou en consulting, là, ça serait plus des choses qui me parlent et qui sont en accord avec mes valeurs. Donc le green. Le voyage aussi, parce que bon, je suis pas hypocrite. Même si on voyage pas en avion. Si on voyage pas en avion. Non, mais c'est compliqué. C'est clair. Enfin, tu vois, même moi, en fin de mois, je vais à Berlin, je vais pas en train. Parce que un week-end, 8 heures de train. Non, mais je comprends. J'ai les mêmes valeurs, mais je voyage pas en avion. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. C'est que voilà, en one-to-one, je serais prête à travailler avec des personnes qui ont des valeurs communes. Donc le voyage, c'est pas. Le voyage, c'est pas contre les valeurs. Ok, je vois ce que tu veux dire. Le green non plus. Les photographes non plus, enfin tu vois, c'est... Mais après du coup ça devient beaucoup trop large. Donc, effectivement, tu vois, la réflexion que moi j'ai effectivement en ce moment, c'est je crée du contenu, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais découvert mon contenu et que je pourrais toucher des nouvelles personnes, et Pinterest c'est effectivement un outil de dingue en ce moment pour le trafic. Si tu le fais bien, tu peux avoir un trafic de ouf. Donc clairement, moi ce genre d'apprentissage, ça m'intéresse. Et donc ça, tu fais partie de ma cible 1. Voilà, donc le contenu sur ce sujet-là, si j'ai envie d'apprendre et le faire moi-même, clairement, je peux être une cible. Après, il y a tellement de gens qui peuvent être ta cible quand tu prends en compte ça. C'est-à-dire que Greg, il veut plus de trafic, Veille veut plus de trafic, tout le monde veut plus de trafic si tu crées du contenu. Et c'est dans ton intérêt plutôt de cibler petit, dans le sens où je dis petit parce que, je sais pas si tu vois, j'utilise tout le temps cette courbe, c'est la courbe de diffusion d'un produit, je sais pas si tu as déjà vu ce truc. Oui. Pour qu'un produit puisse arriver au prochain truc, il y a un endroit qui s'appelle je me souviens plus, c'est genre la crevasse, un truc comme ça. Et c'est en gros le gap entre les tout premiers clients que tu as et la masse. Parce que si tu n'arrives pas à très très bien vendre aux tout premiers clients, ceux qui t'intéressent toi le plus et à qui tu vas pouvoir naturellement mieux t'adresser et qui ont la plus grosse douleur, tu pourras jamais passer au site d'après. Et c'est souvent l'erreur que beaucoup de gens font, d'essayer de s'adresser à tout le monde et rester large, parce que oui, ça peut parler à beaucoup de gens, sans être vraiment, vraiment ciblé, tu vois. Ouais, parce que je me dis que c'est utile. Tu vois, webmarketing.com, les conseils sont applicables à tous. Complètement. Mais du coup, si tu restes large sur ta prise de parole, les gens, ils vont pas être vraiment connectés à ce qu'ils disent parce qu'ils vont pas se reconnaître. Le jour où tu vas dire, par exemple, je suis convaincu que ce dont le monde a besoin,
c'est des marques plus respectueuses, des produits plus respectueux, plus en accord avec la terre, avec machin, et tes valeurs, tu as un discours sur ça. Le problème que j'observe, c'est que toutes ces marques-là, comme elles ont ces valeurs, elles trouvent que le marketing c'est une mauvaise chose, alors que ça pourrait les aider à avoir une plus grande visibilité, donc avoir un plus grand impact. C'est aussi un autre message que je défends pour les freelances, mais toi pour les marques bio, etc., ça peut être le même message. Et pour moi, je suis convaincu qu'elles ont besoin d'acquérir des nouvelles connaissances sur le marketing digital, notamment sur Pinterest, pour avoir plus de trafic et donc faire découvrir à plus de gens leurs produits. Et c'est pour ça que je m'engage. Et si tu as une marque qui est exactement dans ce cas-là, qui lit ce message ou qui voit cette vidéo, qui écoute ce podcast, elle va se dire « Putain, c'est pour moi qu'elle l'a créé ». Et donc, ça crée un lien, plutôt que juste « Tu veux du trafic ? Pinterest, c'est cool ». Tu vois ? Et ça parle à trop de gens et du coup, ils ne se sentent pas vraiment concernés parfois, en fait. Et là, tu peux ensuite le légitimer en disant je me suis rendu compte avec mon blog, tu racontes l'histoire de ton blog ou de ton média. D'ailleurs, mon ou de ton blog, site. je le mets souvent en exemple puisque c'est avec qui j'ai fait mes premiers pas sur Pinterest. Et du coup, je montre clairement que c'est un blog green. Donc, c'est vrai que des fois, dans mes articles, parfois. Non, je me reprends parce que j'ai une collègue qui me reprend là-dessus à chaque fois. Je te reprendrai pas, je fais des erreurs. On m'a repris sur LinkedIn pour mon orthographe, donc des fois. Voilà, c'est ça, des fois. on va faire exprès d'utiliser ce qu'on dit pas. Des fois. Donc, justement, je parle de mon blog et j'instille un peu le côté green dans mes articles. De toute façon, je le prends comme exemple parce que, comme je dis, c'était. Et puis, c'est un super truc à raconter pour toi. Exactement, se dire. J'ai envie de comprendre comment on peut passer de inconnu à avoir une audience et ce que les gens prêtent attention à du contenu sur Internet. Je le fais en premier. Tout ce que j'apprends, c'est ce sur quoi je vous conseille derrière. Et du coup, ça, c'est un super levier de confiance avec tes clients. Parce que, tu vois, c'est clairement un truc de légitimité. Et Amandine, ce serait intéressant que tu le travailles aussi, je pense, de faire du contenu sur toi pour ensuite le revendre. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent ouais, je vous aide à faire exploser le nombre de followers sur Instagram. Tu vois, sur Insta, ils en ont 150. C'est vrai. Ça m'épate, j'adore. Mais et c'est incroyable. Et je ne doute pas que ces gens-là aient les bonnes compétences pour. Forcément, je pense qu'ils ont compris comment ça marche. Mais juste, un client qui voit ça, il va se dire non, mais attends, elle est où ta preuve, preuve, toi. Et toi, avec ton blog, tu as la preuve. Tu l'as fait. T'as 10 000 visiteurs par mois, ce qui est plus que plein de marques bio. C'est ça, moi je me serais pas sentie à l'aise sans preuve de toute façon. Et du coup, ça c'est un truc génial à exploiter dans ta com en fait. Et je le mets beaucoup en avant, ça. C'est trop bien alors. Je montre beaucoup mes stats. C'est hyper cool. Même là, mon nouveau site, tous les mois je fais un bilan, justement le bilan freelance. Bon, je partage le bilan financier. Cool. Parce que justement, je suivais un autre site qui le faisait et j'aimais cette transparence. C'est Julia Couder ou pas? Julia Couder. J'ai aimé cette transparence parce que ça booste en fait. Elle est géniale, Julia. Et du coup, j'ai voulu faire ça. Et aussi montrer les backstage du site. Donc combien j'ai de visites tous les mois, combien j'ai acquis de followers, combien j'ai acquis de visites via Pinterest. Et du coup... Julia elle est top et son modèle il crée beaucoup de confiance avec les gens qui la suivent justement parce que il y a cette transparence de dingue. Sur la transparence. Et je pense que cette transparence c'est aussi des valeurs qui vont parler à ta cible plus bio, green, etc. Ça c'est un truc intéressant à te dire, c'est dans ma communication, quelles sont les choses qui vont toucher ma cible et auxquelles elles vont être super réceptives. Tu vois par exemple si tu voulais cibler des grands groupes ou des banques, elles s'en battent les couilles que tu partages tes stats de manière ultra transparente et que tu sois là à montrer ta vulnérabilité. Elles s'en foutent, tu vois. Ah bah oui. Donc ça, c'est un questionnement cool aussi de te dire qu'est-ce que les clients avec qui j'ai envie de travailler recherchent, à ce à quoi ils vont être réceptifs et comment moi je communique de cette manière pour créer ce lien avec eux. Est-ce que tu as une question précise du coup parce que là pour l'instant on discute mais j'ai pas vraiment répondu à des questions. On discute mais justement moi je pense que mon gros souci c'est, on en parlait, c'est bien définir sa cible. Puis là de ce que j'entends c'est que l'idéal ça serait que je me resserre encore plus vers justement la cible green. Mais justement c'est ça qui est difficile finalement quand on définit son personnage, c'est ce côté faire un choix. Et comme on dit, choisir c'est renoncer. Et, T'as peur de quoi?
Je sais pas, j'ai peur d'aller dans la mauvaise direction parce que justement, si je me dirige trop vers le green, typiquement avec ton blog voyage, tu te dirais ok, la nana elle est à fond dans ce truc green, elle sort pas de ça. Est-ce que ces conseils sont applicables à moi? Tu vois? Tu veux dire si c'est des gens qui se retrouvent pas dans ce que tu fais? Ouais. Bah, du coup, là, Je dirais pas forcément ça. Tu peux avoir une cible secondaire aussi qui a les mêmes valeurs que tu as le green et tout sans forcément faire du green. Ouais. Et du coup, tu touches aussi une cible secondaire. Clairement. Et ce que je dirais aussi là-dessus, c'est rien de tout ça n'est définitif. Ouais, non, c'est sûr. Tu peux faire ça pendant un an, te rendre compte que le message il fait pas écho avec ton marché, et ensuite dire ok, j'ai mal calibré mon message, les gens n'ont pas été réceptifs, je suis allé trop par là, et du coup changer. Rien t'empêche de faire ça parce que les gens évoluent et changent. Hein. Ouais. J'imagine qu'il y a 5 ans, 10 ans, tu n'avais pas du tout les mêmes valeurs qu'aujourd'hui. Non. Et les gens que tu as connus il y a 5 ou 10 ans, tes potes, est-ce qu'ils sont plus potes avec toi? C'est fini. C'est ça, putain. Ils sont vraiment bobo, écolo, ciao. Non, c'est pas vrai. Écolo, ciao, ça c'est pas mal. C'est pas vrai. Et les clients, c'est pareil. Tu vois, moi, j'ai Ouais. des clients avec qui je travaille depuis 4 ans, j'ai énormément changé. J'ai appris plein de choses, mais c'est pas pour autant qu'on s'entend mal. Ouais. Tu vois, c'est plus mon cœur de cible, mais on adore encore travailler ensemble et il n'y a pas de problème en fait. Et c'est juste te donner plus l'opportunité de travailler vraiment avec les gens que tu kiffes. Et bien sûr, ça te coupe d'autres portes, mais qui sont pas les portes que tu veux choisir, Ouais. j'ai l'impression. Et du coup, ça fait toujours peur de renoncer, comme tu dis, mais c'est pas pour toujours. Ouais. C'est pas pour toujours, et d'autant plus que quand tu vas devenir clivante sur ton message, tu vas apprendre encore plus sur ce que les gens kiffent. Parce que quand tu vas être clivant, tu vas avoir des messages très positifs et des messages très négatifs. Et en fonction de qui sont les messages très positifs et négatifs, tu vas te rendre compte, les messages très positifs, c'est vraiment les gens que je veux, donc c'est top, j'ai trouvé le message qui fait écho avec ce qu'ils cherchent. Parce que tant que tu restes lisse, tout le monde s'en fout. Oui, ouais. Et donc, tu n'as aucun retour de ta cible et du marché qui te dit ça j'aime pas, parce que juste ça passe en haut là avec toute la masse de tous les bruits que tout le monde fait. Mais quand tu es clivant et polarisant, là les gens commencent à prêter attention et tu vas te prendre peut-être des commentaires de merde, mais tu auras aussi des gens qui vont dire putain, ce que tu fais, j'ai l'impression que c'est fait pour moi. Et c'est exactement ce que je recherche, et tu vas créer plus de lien et de connexion avec les gens. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ouais, vas-y, grave. Du coup, le voyage, en fait, c'est comme tous les autres domaines. En fait, moi, le voyage, je le vois plutôt comme un loisir, une activité. Mais ça veut pas dire que, par exemple, je suis pas intéressée par l'écologie. D'ailleurs, je commence à parler de plus en plus d'écologie, enfin de voyage responsable. J'ai une newsletter où je parle de ça. Très très cool. Et moi, par exemple, je suis intéressée par les personnes qui ont cette valeur écolo. Alors qu'il y a d'autres voyageurs qui s'en fichent en fait, qui vont enchaîner, 20 pays à la suite pour les cocher sur leur liste. Tu vois, il y a différents types de voyageurs, comme il y a différents types de, on va dire, consommateurs au quotidien, etc. Enfin, pour moi, c'est pas du tout... c'est pas parce que tu parles par exemple que de green, mais par exemple beauté ou autre, que ça va pas me parler. Ouais. Parce que du coup, moi aussi, dans mon quotidien... Tu vas faire ton baume à lèvres, par exemple. Je ne fais pas mon baume à lèvres, mais par exemple, j'utilise que des huiles végétales, enfin des choses comme ça, et moi, ça pourrait très bien me parler. Ouais. Et je pourrais très bien me dire, cette personne, j'aime ce qu'elle fait dans ce domaine. Je vois que, par exemple, au côté business, ça marche bien. Si j'ai besoin d'aide sur ce domaine, je pense que c'est elle que je contacterai. Ouais, je pense que du coup, il faudrait que je mette un petit peu plus ça en avant. Que Clairement. je sois moins, comme tu dis, lisse. C'est la peur de tout le monde, c'est d'être clivant parce qu'on a peur d'être rejeté. Ouais. On a peur de s'attirer des gens qui vont nous dire ce que tu fais c'est pas bien, ça me plaît pas, et qu'on se sente pas pris en compte par tout le monde. Mais quoi qu'il arrive, tu peux pas appartenir à toutes les communautés et ne pas être rejeté par des gens, parce que quoi que tu fasses, tu vas être rejeté. Ouais. Et l'intérêt de tout ça, c'est simplement de se dire je choisis d'être embrassé par les gens avec qui j'ai envie d'être embrassé et d'être rejeté par les gens qui, de toute manière, je m'en fous. De toute manière, ces gens ne me correspondent pas. C'est juste que ce sera un déchirement plus violent quand on l'assume que quand on l'assume pas. Mais ce qui est une merveilleuse nouvelle, c'est que le fait de se prendre, et j'en discutais hier avec Aline qui passait sur le podcast, parce qu'elle disait qu'en ce moment elle se prenait des commentaires bien pourris sur les réseaux, et je lui disais, le fait qu'elle se prenne des commentaires de merde et qu'elle se fasse rejeter, c'est un super entraînement à elle s'assumer et s'aimer plus. Parce que ça veut dire que quand les autres te rejettent, t'es obligé
de revenir à toi et de valider ce que je fais, c'est ce que je veux faire, je suis aligné avec, et je m'en bats les couilles que ces gens-là me fassent ces commentaires de merde parce que je suis juste à ma place en fait. Et tant que t'as pas ces commentaires négatifs, t'as pas forcément ce retour à toi-même pour te dire je suis vraiment bien à ma place et je fais vraiment ce que j'ai envie de faire et je porte le message que j'ai envie de porter. Et du coup, c'est un cadeau que nous font ces haters de nous aider à faire ça. Merci. C'est vrai, moi j'adore faire ça. Et j'adore célébrer les gens qui me mettent des commentaires de merde. Tu les mets en avant. Merci d'avoir les tu yeux. valides. Sur une pub Facebook que j'avais fait pour un webinaire pour vendre notre programme d'accompagnement, il y a un type, il avait commenté « Vous êtes des manipulateurs lepénistes ». Le pénis, et on a lu ça avec Marie, c'est pour le webinaire que tu as regardé. Mais il n'y a pas de rapport avec parce que je pense que en gros, je pense que c'est le texte de la pub. On joue grave sur les peurs et les problèmes que rencontrent les freelances, qui sont ceux qu'on a vraiment vus et qu'on a partagé avec des free avec qui on a discuté. Et du coup, je pense, c'est mon analyse, mais qu'en gros son commentaire c'était vous êtes horrible à manipuler les gens avec leur peur, quoi. C'est de ça que j'ai compris, et d'où Le Pen. Oh là là, du coup tu vas vraiment chercher moi. Du coup on n'a pas répondu, mais on s'est levé avec Marie quand on a vu ça, et on a commencé à danser, à se faire des câlins. Parce qu'on se disait, génial, nos premiers haters, ça nous force à être alignés avec nos messages, quoi. Et ça montre que c'est clivant et qu'on a touché un truc qui fait vraiment écho aux gens, soit super bien, soit super mal. Voilà. Ouais. Donc va chercher tes haters. Ça, j'ai pas eu d'haters sur le citron rose. T'en as pas eu? Non. Ben, mais j'en ai eu sur mon blog, justement, où je crois que j'avais partagé la morning routine que j'essayais de suivre à l'époque. Et je crois que je disais que je prenais 2 douches, parce que le matin je prenais ma douche et le soir j'allais au sport, et du coup je prenais ma douche pour le sport. Et tu t'es fait tacler. Alors là, tout gris, comment ça, c'est pas écolo. Enfin, ça se trouve, je passe juste 1 minute sous la douche. Ouais, c'est clair, j'ai regardé. Intéressant. J'attends mes haters. Va les chercher même, je les attends pas. C'est fou que t'en aies. Je vais provoquer les gens. Provoque-les. Grave, provoque-les, sois clivante dans ton message. Oh, c'est que je provoque. Non, mais genre, tu vois, par exemple, j'espère qu'elle regarde cette vidéo. Je sais pas si vous connaissez la fille qui fait Post Adam. Oui, si. Moi, je suis allée à beaucoup de ces events. Charlotte Apieto, voilà, merci. Charlotte Apieto, son site Post Adam, c'est en gros pour les gens qui veulent quitter leur boîte et se lancer à leur projet ou faire un side project, etc. Ouais. Je pense que Charlotte, elle pourrait toucher encore plus de gens et avoir une encore meilleure connexion avec les gens de sa communauté si un jour elle prenait un message qui est genre si vous êtes salarié, vous avez rien compris. Oui, du coup il y a tout. Et du coup il y a plein de gens qui l'attaqueraient sur ça, évidemment. Ouais, et en même temps, c'est pas un peu trop, tu vois. Des fois, quand tu vas trop dans le conflit, les gens, ça les braque. Mais il y a des gens que ça fait bouger parce qu'ils se rendent compte de à quel point, ouais, putain, elle a trop raison, qu'est-ce que je branle, ça fait 30 ans que je me Après, quelque part, tu cibles aussi. C'est clair, c'est ciblé. Après, je connais pas du tout ses enjeux, ses objectifs, sa cible, etc. Ouais. Mais de ce que je perçois, de ce qu'elle fait. J'aime bien le nom Postadem. Voilà, ça va bien avec Postadem. Ça va bien avec Postadem. C'est genre, ça fait 10 ans que tous les jours, t'as pas envie d'aller au taf, t'as rien capté, casse-toi. Postadem, lance ton projet, c'est maintenant, sois heureux, quoi. Puis ces gens-là, ils ont besoin d'être poussés aussi. Enfin, quand tu t'as ces gens-là, ils ont besoin d'être poussés. C'est difficile de sortir du salariat. Mais si t'as pas quelqu'un... un discours un peu doux, ça... Oui, c'est vrai, t'as envie de lancer ton projet, oui. C'est trop cool. C'est bien, vas-y. Et la personne, elle attend 50 plus, elle détestait son lundi. Enfin bref, c'est juste pour dire que... Mais après, sa force, c'est sa communauté aussi Facebook. Parce qu'en fait, du coup, parce que moi, justement, en fait, ça m'a aidé dans mon processus pour arriver à quitter mon boulot, parce qu'en fait, c'était une nuit d'insomnie. Bravo, Charlotte. À 4h du matin, tu vois, donc c'est vrai qu'elle a un référencement de ouf. Ouais. Et après, t'as la communauté où t'as tous ces gens qui se plaignent de leur boulot et tout. Mais du coup, t'as pas ce côté plaintif du boulot quand t'es dans la même boîte avec les mêmes problèmes, et le fait de voir qu'en fait c'est un problème généralisé, qu'il y a une communauté bienveillante, qu'il y en a d'autres progressivement. Et c'est marrant parce que j'ai été à 2 de ces events, d'ailleurs le deuxième il y avait Alexis, et en fait c'était marrant de voir que mon regard a changé, parce que le premier j'étais encore salariée et le deuxième j'étais pas, voilà. Et en fait, du coup, tu vois ça différent. Le premier, tu te dis, t'es un peu entre deux, tu sais pas. Et le deuxième, du coup, t'es plus dans le mode, je vais lancer un truc, j'ai plus à apprendre et tout.
Je trouve que sa vraie force aussi, c'est la communauté qu'il y a. Donc, mais c'est pas... plus t'assumes le message et t'as une direction commune qui est claire et assumée, plus t'as un effet de communauté qui est fort aussi. Tu vois, moi, c'est un travail que je fais en ce moment, de vraiment réussir à définir clairement le mouvement dans lequel j'ai envie de m'inscrire avec les gens qui écoutent le podcast, et de définir aussi tous les signes de reconnaissance qui font qu'on fait partie d'un même mouvement. C'est pour ça, je sais pas si vous avez entendu récemment, dans certains endroits où je prends la parole, j'ai complètement changé ma manière de me présenter, et je dis, et d'ailleurs c'est dans l'intro du prochain format que j'annonce sur le podcast, et je dis que en gros, depuis 1 an, avec tous ces contenus que je crée, je suis en train de développer, d'accompagner et de faire partie d'une communauté de gens qui changent notre définition du travail. Et nous ici, collectivement, on voit le travail comme un moyen d'épanouissement, un moyen de construire des nouvelles choses qui nous ressemblent davantage, etc. Alors que c'était pas la définition qu'on donnait du travail avant. Et ça, en gros, je travaille des signes de reconnaissance où les gens se disent « Putain, ouais, c'est vrai, moi aussi je pense ça », pour qu'on s'inscrive dans un mouvement ensemble. Le côté épanouissement, VS, le labeur. Ouais, mais l'obligation de gagner mon pain et de gagner ma vie en allant trouver un travail. C'est marrant, il y a un mois, voilà, moi en hiver, c'est le moment où je me mets en question, je vois tout noir, la vie c'est normal, c'est cyclique. Ouais, tous les hivers, donc c'est cool. Maintenant, je commence à me connaître et du coup, il y a un mois pile, ou peut-être un mois et demi, je disais à mon copain, en fait, j'en ai marre. On est dans un petit schéma avec la carotte, les 5 semaines de vacances, et c'est tout. Ouais. Sinon, en plus, quand t'habites à Paris... Et encore, on est français, donc on a vraiment de la chance d'avoir 5 States. semaines. Quoi. Ou d'autres pays. Après, c'est peut-être différent aussi par rapport à... peut-être que Grégoire, il pourrait nous dire, parce qu'au Canada, moi j'ai entendu dire que effectivement, t'as peut-être moins de vacances, mais que au niveau des horaires ou du stress de travail, je sais pas si c'est un mythe. En gros... Il y en a beaucoup qui sont à 3 semaines de vacances, mais après, de plus en plus de boîtes, tu commences à 4 semaines, et après, année après année, tu gagnes des semaines. Mais au niveau du quotidien, est-ce et que au c'est niveau du censé être quotidien, moins... tu fais 9h-17h. Ouais. Et donc, en fait, ça change tout. J'en parlais encore hier, parce qu'en fait, à 17h, t'as une autre vie, quoi. Ouais. Ils sont doublés à 17h, et moi, les premières fois, en plus, j'étais à Ubisoft, donc une boîte française. À 17h, il y a des gens qui partaient, moi je restais, je travaillais, je ne comprenais pas. En France, on est Et vachement à 17h05, il n'y avait plus personne, on venait me chercher, on disait Grégoire, tu t'en vas? Tu sais pas t'organiser, Parfois, c'est attendez là, différent. qu'est-ce que tu Et fais? c'est ça, et mon directeur c'est le disait, côté en fait, allemand, si t'es encore au boulot après 17h, c'est que t'as mal bossé. Parce que t'es censé Au Canada, c'est comme ça Ouais. aussi. Ouais, en C'est Angleterre, marrant. c'est pareil. En Enfin, Allemagne c'est aussi. anglo-saxon. Et c'est juste génial parce qu'après tu sors, tu vas au bar, tu vois tes potes, tu vas faire du sport, tu as tellement de choses que tu peux faire alors qu'en France tu finis à 19h, 19h30, tu vas prendre le métro. Puis en plus, même si t'as vraiment fini à 18h, t'attends un peu, tu T'es regardes un peu obligé de autour de toi. Ouais, oui, parce que Si les ça gens, bouge. sinon tu pars avant tout le monde, les gens te regardent en mode, Ouais. voilà, Il y a là, ça, elle c'est travaille ça. pas. Moi on m'a déjà dit genre bon après-midi. Vraiment à 18h30. Ah, la si t'es content d'être ici, toi. C'est clair, c'est clair. Tout le temps ça. Si t'as pas de famille. Ça, c'est vrai. Il y a aussi Ouais, posé une c'est demi-journée là, Je il est 17h. Ouais, c'est ça. Ah, t'as posé? Ouais, il y en a qui disent t'as posé une demi-journée là, tu t'en vas? Ouais. Moi, je me souviens, j'avais eu cette réflexion-là. Alors, j'étais en stage en plus. Donc, en stage, t'es pas payé, hein, t'es pas très bien payé. C'est les pires. Je crois que c'était du 400 € par mois, donc déjà Ouais, l'exploitation le minimum totale. Et je crois que je faisais du 9-17, hein, et bon, rarement j'allais jusqu'à 18. Et en fait, une fois, mon boss m'avait dit tu pourrais pas rester un petit peu plus longtemps parce que t'es une des premières à partir. Et en fait, ok, à 17h, c'est cool, ils arrêtent de travailler, et ensuite ils se mettaient à jouer au foot en ligne. Donc de 17 à 18, et c'était vraiment être là pour être là, quoi. Et je m'étais dit, mais c'est pas possible, c'est vraiment le présentéisme jusqu'au bout, quoi. C'est je suis là, mais je joue. Hein, parce Mais je bon, pense c'est que sûr. ça va changer avec le temps quand même. Je pense aussi. Mentalité. Ouais, je pense que c'est aux employés aussi de faire un peu changer tout ça. Mais En se tenant, moi je vois, je justement, travaille aux avec horaires. une entreprise où justement il y a un débat un peu entre deux générations, quoi. Enfin, où il y a
la secrétaire qui dit ah non moi c'est 8h pile et 18h pile et machin etc. Et l'autre il dit bah non moi j'ai fini à 16h je pars, par contre si le lendemain j'ai pas fini je reste plus longtemps, enfin c'est beaucoup plus cohérent que de rester pour tourner les pauses. C'est aussi un état d'esprit au-delà de l'âge, parce que moi j'ai vu des gens dans des boîtes qui avaient ce truc aussi où moi j'en ai chié en tant que stagiaire, donc il faut que les autres stagiaires en chient. Et il y a aussi le côté moi je sais que mon ancienne boss elle jugeait les gens plus par rapport aux horaires et au savoir-être que par rapport au travail. Enfin, une fois j'étais revenue de vacances, elle m'a dit oui t'as contrat pro, elle est arrivée en retard, donc moi j'ai rien dit parce que moi j'arrive parfois en retard aussi, donc j'ai rien dit par rapport à ça. Mais je lui dis bon d'accord ok j'entends, mais au niveau du travail, et elle me dit je sais pas, c'est j'ai fait trop regarder, voilà. Donc ça m'a vachement choquée parce que moi je préfère juger par ce qui est horrible c'est qu'ils ont mis 10 ans à être manager, donc ils ont dit bah toi tu mettras 10 ans à être manager. Et moi ce qui m'a choqué quand je suis arrivé à Ubisoft, c'est qu'au bout d'une semaine, donc on m'a mis sur ce projet un peu innovant, et au bout d'une semaine je faisais des réunions avec le directeur monde de Assassin's Creed. Pour moi c'était un demi-dieu, et je commence à le voir, il dit non mais déjà t'as pas compris ici on se tutoie, et puis le mec super cool limite il me prend par l'épaule et il dit bon bah alors c'est quoi tu travailles et tout ça pour moi c'est quelqu'un qui a tout compris quoi. Et c'est vrai qu'au Canada et je pense aux États-Unis c'est pareil, c'est si t'en veux, et ben ils vont te donner, plus t'as faim, plus ils vont te donner. Alors qu'en France, j'ai presque l'impression que c'est le contraire. C'est plus tu montes d'appétence, plus on te dit calme-toi quoi. T'es junior, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Pas trop ta bouche. Tu prends la suite, Justine? Ah bon? J'ai senti un élan là quand tu as commencé à parler, je me suis dit allez on va continuer. Bon, bah, on continue. Du coup est-ce que tu te présentes et tu poses ta problématique sur la table? Oui, donc moi je suis graphiste, designer graphique, en print et en web. Je travaille un peu, enfin j'ai pas une spécialité à proprement parler, je travaille avec des grands groupes comme des petites entreprises, petites structures. Par contre je sais ce qui me plaît, ce qui est l'identité de marque, tout ce qui est branding. J'aime bien aussi parce que je viens d'un parcours un peu design produit, donc j'aime bien aussi ce qui touche au restaurant, ou enfin l'aménagement de lieux, parce qu'il y a un petit côté 3 dimensions qui me plaît un peu là-dedans. Et ma problématique, c'est une bonne question, tu vois, c'est là où c'est intéressant de discuter, parce que c'est peut-être justement, tu vois, aujourd'hui j'ai une entreprise qui fonctionne, bien, ça tourne et tout ça, et justement c'est peut-être prendre du recul et se dire bon bah voilà, maintenant que ça tourne plutôt bien, vers quel projet je veux aller, vers quel client je veux me diriger, tu vois, peut-être pas s'arrêter justement au confort que t'as. Pourquoi tu t'es lancée en free à la base? Alors je me suis lancée en free parce que j'étais en entreprise et j'étais dans un espace de coworking déjà à l'époque. C'était en agence? J'étais en agence, dans un espace de coworking, et en fait j'ai déménagé en fait, tout simplement, et je m'étais fait un petit réseau là-bas. Et du coup, en fait, pendant mon déménagement, je me suis dit, bon bah voilà, j'ai continué à travailler avec l'agence avec qui je bossais déjà, pour commencer. Et le réseau que je m'étais formé au coworking m'a proposé quelques missions. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça, sans me dire que ça allait être... il n'y avait pas une super conviction super forte. Non, mais je commençais à me dire quand même que ça me plaisait. Et en fait, quand j'ai commencé justement à faire ces petits projets, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça, et il y avait des choses qui me dérangeaient dans le salariat, le côté chef de projet qui vient parfois pas bloquer tes projets, mais je trouve qu'il y avait un manque de relation avec le client, quand t'es designer graphique. En agence, c'est clair. Il y a un petit souci d'échange avec le client vraiment entre les deux interlocuteurs, quoi. Du coup, tu avais envie de plus de connexion avec les clients et plus de rapport direct avec ceux pour qui tu faisais le design. Okay. Et contrairement à d'autres personnes qui peuvent être... non, mais contrairement à d'autres personnes qui peuvent se dire au contraire, moi, l'agence, c'est ce qui me plaît, c'est de ne pas avoir les contraintes clients, budget, machin, etc. Moi, ça me plaît. Allez, on se lance, quoi. On va à l'aventure. Et qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui dans le statut d'indépendant qui te fait te dire putain c'est ouf d'être indépendante? La liberté, je pense que on est tous un peu là-dessus. Ça veut dire quoi la liberté pour toi? La liberté, justement
au bout d'un moment de pouvoir te permettre de choisir tes projets, d'avoir des projets vraiment différents, de travailler sur des trucs. Il y a aussi un truc, c'est que je trouve quand tu es en agence, tu prends pas le recul de te dire je travaille sur ce projet, mais celui-ci il va être alimentaire, ou celui-ci je vais le faire parce qu'il me passionne, etc. Que quand tu es freelance, tu as beaucoup plus conscience de ça, tu as beaucoup plus conscience de ce client-là, il va m'apporter telle chose, ce client-là, il va m'apporter autre chose. Et je trouve que c'est un truc vraiment enrichissant quand tu es freelance, c'est vraiment de prendre conscience des gens avec qui tu travailles et des projets sur lesquels tu travailles. Et la liberté, oui, ta vie, en fait, ton quotidien, enfin ton temps, etc., tu le gères un petit peu comme tu veux. Bien qu'il y ait quand même, il y a quand même des contraintes des gens avec qui tu travailles, etc., des horaires de travail des autres. Mais voilà, quoi. Enfin, je me sens à la fois libre, à la fois heureuse de travailler sur des projets super différents et avoir conscience de ce que m'apportent les clients, quoi. Est-ce que tu as de la clarté sur où tu vas avec tout ça? Regarde, on va faire un petit exemple. Ouais. Ce stylo, Ouais. tu vas le prendre, c'est une baguette magique. Ouais. Ce stylo. Et avec cette baguette magique, je veux que tu me décrives. Là, on se projette dans 5 ans. Ouais. On est en 2025. On refait un co-op. On est en 2025. Ouais. Et je veux que tu me racontes à quoi ressemble ta vie maintenant. Alors, j'ai un enfant. Ça peut, hein. T'as une baguette magique dans la main, donc t'as tout ce que tu veux. Tu peux Voilà. avoir 5 enfants. Ouais. Donc t'as un enfant. T'as un Paris, T'habites où je pense que j'habite toujours à Paris ou Barcelone. Oh. Ok. Ou les deux. Co-op Barcelone. Hein. Ou les deux, alors là, ça N'est-ce serait pas génial. Et du coup, t'habites où à Paris? Dans le centre de Paris. C'est quoi le centre de Paris? Là, T'as une baguette magique, c'est où tu veux? Ouais, le 3e arrondissement, dans cet appartement. Dans cet appartement? Ok. Qu'est-ce qui te Ouais. parle dans cet appartement? Il est super bien placé, il est beau, il est lumineux, et puis je m'y sens bien, quoi. Enfin, Ok. Tu travailles chez toi ou tu travailles chez le client? Non, je travaille pas chez le client. Donc dans 5 ans, tu travailles chez toi? Enfin... Mais je travaille dans un atelier partagé ou un espace de coworking ou co-op qui décolle et il y a des sessions tous les jours. Voilà. Pouvoir acheter un immeuble. Ok. Non, ça par contre, tu vois, c'est un truc important parce qu'on parle d'être freelance, mais le moins, moi, c'est un peu ça. Là, c'est le côté travailler chez soi, c'est pas marrant tous les jours. Donc dans 5 ans, tu as un endroit qui te ressemble, où tu te sens bien, où tu travailles avec des gens qui te parlent et qui te plaisent. Complètement. Ok. Et tu travailles à quel rythme? Ça ressemble à quoi ta vie de travail? Du coup, j'aimerais bien réussir à c'est pas j'aimerais bien, c'est fait maintenant. Ouais, on est dans c'est fait. Ouais. J'organise super bien mon temps, je suis une... Okay. et je travaille 4 jours par semaine. 4 jours par semaine? Ouais. Ok. Ouais. Et c'est lesquels les 4 jours? Du coup, comme j'ai un enfant, je garde le mercredi. Le mercredi, tu travailles pas, et le week-end, tu travailles pas. Voilà, c'est ça. Ok. Je travaille les autres jours. Et ta journée type, elle ressemble à quoi? Genre ta journée parfaite, tu me la dessines du matin au soir? Ma journée parfaite, c'est un mélange entre recherche d'inspiration, rendez-vous avec les clients, création, vraiment essayer de toucher aussi à d'autres choses et de s'éloigner un peu de l'ordinateur aussi des fois, parce que quand tu es designer, des fois tu es un peu trop dans ton truc, et je pense que c'est hyper bien de s'ouvrir à plein de choses, donc peut-être se donner de la place aussi pour aller faire des musées de temps en temps, aller lire un bouquin juste pour te dire ça va m'inspirer sur tel projet ou des choses comme ça, chose que je fais pas aujourd'hui mais que je ferai dans 5 ans. Et voilà quoi, enfin, ma journée type c'est vraiment un mélange quoi. Est-ce que du coup dans ces journées de travail, il y a que des prestations pour les clients ou il y a du temps que tu passes sur des projets perso, de l'exploration personnelle? Non, il y a du temps pour les projets perso. Il y a du temps, et sur les 4 jours, tu dirais que c'est combien de temps sur des projets à toi? Après, il faut bien gagner sa vie aussi. Donc, on est dans 50, t'as une baguette magique, c'est comme tu veux. Allez, une demi-journée que je consacre à mon travail perso. Donc t'as 4 jours, tu travailles pour des clients 3 jours et demi. Et il y a une demi-journée peut-être répartie ou c'est que sur tes projets perso. C'est quoi les projets perso sur lesquels tu travailles dans 5 ans? Alors, projet perso, en fait, il y en a un que je laisse un peu de côté pour l'instant parce que j'ai pas le temps de m'y dédier, mais qui est un travail avec l'artisanat, en fait, le design produit et l'artisanat.
Et j'aimerais bien reprendre ce type de projet. Ok. Voilà, donc en gros, avoir toi de la création artisanale ou faire de la création en fait, on dessine les objets et on fait travailler les artisans dessus. Ok. Donc voilà, quoi, vraiment le dessin d'objets. C'est cool ça. Ouais. Et pareil, on est dans 5 ans. Si on se projette dans l'impact que tu as eu sur les clients avec qui tu as travaillé pendant ces 5 années, comment est-ce que tu décrirais cet impact? Qu'est-ce que tu as apporté à tes clients là pendant 5 ans? Je leur ai avec apporté... une baguette magique. Ouais, j'aimerais vraiment que les clients pour qui j'ai travaillé, donc tous les clients où j'ai fait l'identité de marque et tout ça, qu'aujourd'hui ça soit des marques reconnues et voilà, qu'ils soient fiers de leur identité, qu'ils n'aient pas à la changer tous les 4 matins parce que justement ça fonctionne. Et ça serait, voilà, pour moi c'est la grosse réussite, c'est de me dire que mes clients ils sont satisfaits du travail et que ça tourne et que ça roule pour eux. Et que limite, du coup, le travail que tu as fait sur l'identité visuelle, ça leur permet de se sentir fiers, j'ai entendu. C'est ça. Que leur marque soit reconnue et reconnaissable. Et qu'ils aient une durée dans le temps avec cette identité où ça continue de leur ressembler dans le temps. Parce que je pense que c'est un truc hyper important quand tu es designer, c'est pas te dire je fais un truc à la mode ou tendance, non, tu fais un truc qui doit perdurer dans le temps et que bien sûr il y a des refontes et ça fait partie de la vie, mais il faut que le truc il fonctionne quand même un bout de temps. Et voilà, Nike il n'a pas changé son logo depuis je sais pas combien de temps, c'est un logo qui coûte 3 sous et, et ça a marché. Ça marche et ça continue. Je fais une petite pause dans l'exercice parce que ce que j'entends là, je pense c'est hyper important pour ta manière de te présenter et de te positionner. Un exercice que j'aime bien faire aux gens, c'est identifier derrière le problème fonctionnel auquel on répond, c'est-à-dire je crée une identité visuelle pour les marques, de voir émotionnellement comment ça engage les clients avec qui je travaille. C'est-à-dire que là, tu as dit j'ai envie qu'ils soient fiers de leur identité visuelle, c'est l'exemple que j'utilisais d'ailleurs l'autre jour en conf. Je suis même persuadé qu'il y a des gens qui créent des boîtes et des marques qui se retiennent inconsciemment de vraiment lâcher les cheveux sur la com parce qu'ils sont pas fiers de ce à quoi la marque ressemble. Ouais, complètement. Et ça, je pense que c'est un discours qui peut engager davantage émotionnellement les gens à qui tu t'adresses, de parler de cet axe-là, que de rester que sur le fonctionnel. Si ça te parle. Non, mais totalement. Comme tu te projettes et que tu as une baguette magique, je pense que ça te parle, parce que sinon tu n'aurais pas sorti ces mots. Oui, mais c'est vraiment la reconnaissance suprême quand on me dit ouais super, je suis contente de diffuser. Quand on me dit finalement j'ai pensé on pourrait produire tel truc et tel truc, que ça lui donne d'autres idées parce qu'il est content. Parce que tout d'un coup il se dit putain ma marque, je suis fière quoi. Tu veux revenir là? Non, t'inquiète, c'est Donc grave, ok. On revient à l'exercice. Donc on est encore dans 5 ans. Ce qui sont les gens qui sont autour de toi? C'est-à-dire les gens avec qui tu passes le plus de temps? Donc du coup c'est ceux de mon atelier. Ok. Et c'est qui? Et c'est... ça peut être d'autres graphistes parce que ça c'est marrant, je suis rarement finalement avec d'autres gens de ma profession. Donc d'autres graphistes, des photographes... le milieu artistique en général, mais aussi justement des métiers que je connais moins parce que je trouve ça hyper enrichissant aussi. Donc je ne saurais pas te dire. Et ces gens-là, ils font partie, c'est juste plein d'électrons libres qui sont rassemblés dans un lieu, qui louent ensemble ou qui louent à la journée? Est-ce que c'est ton lieu? Est-ce que vous êtes en collectif? Est-ce que vous avez une boîte? Alors c'est mon lieu et collectif, ça serait vraiment cool. Donc c'est un collectif artistique avec plein de différents trucs. Et c'est ton collectif du coup que tu as monté? T'as une baguette magique, j'ai une baguette magique. Celle-là. Ouais, c'est vrai. Je me badasse de toute façon. Oui, collectif que j'ai monté. Donc c'est ton collectif que t'as monté. Ok, c'est quoi les valeurs de ce collectif? L'entraide, l'échange. Justement, je pense, moi il y a un truc très important, c'est que quand on voit d'autres graphistes ou des choses comme ça, on se dit c'est des concurrents. Et moi je veux pas de ça du tout, au contraire. Je pense qu'on est tous complémentaires, qu'on a tous du boulot pour chacun et que il y a des gens très compétents sur telle partie, donc vraiment être complémentaire, je pense que c'est la valeur principale quoi. On va couper l'exo là. Comment tu te sens après l'exo? Qu'est-ce que ça te fait? Tu m'as fait sortir des choses intéressantes. Est-ce que ça te parle tout ce que tu as dit? Ça me parle et je me dis que c'est des choses qui traînent en fait en moi et que il faut que je les fasse pour que... Parce que souvent, ce que je vois chez les freaks qui arrivent à ce stade où je gagne bien ma vie, j'ai assez de clients, trouver des clients c'est plus du tout un problème, il peut y avoir deux choses qui se passent.
La première, c'est qu'on est essoufflé et on a travaillé avec plein de gens qui ne nous ressemblent pas parce qu'il fallait faire le chiffre et il fallait que ça marche. C'est un peu ce qui s'est passé moi la première année. J'avais tellement envie de prouver à tout le monde que oui, ça pouvait fonctionner de me lancer pour les études. Il y a une histoire de prouver, c'est vrai. Ouais. Que je me suis buté la gueule à bosser avec tout le monde toute la journée et le week-end et de plus voir mes potes, etc. Et à la fin de cette année, je me suis dit, wow, c'était juste une course contre toi-même en fait. Complètement. Et du coup, quand tu arrives à ce moment-là, soit tu as besoin de vraiment écrémer et te reposer et te demander avec qui j'ai vraiment envie de travailler et de reconstruire à partir de zéro. Soit tu es plus ou moins aligné avec ça et du coup les enjeux c'est comment je monte mon TJM, comment je développe mon chiffre d'affaires et que je le décorrèle de mon temps. Ou alors, si c'est pas son objectif premier de continuer de monter, comment est-ce que je fais des projets et que je crée des choses qui me ressemblent davantage et qui me permettent de continuer d'avancer. Et donc retrouver du sens au prochain pas. Et du coup cet exo de la baguette magique, l'enjeu c'est en gros de pouvoir retrouver les choses où on s'autorise pas à voir parce qu'on a une baguette magique et on peut rêver et on peut avoir tout et n'importe quoi pour ensuite se dire et comment je fais dès maintenant pour commencer à construire ces trucs pour que dans 5 ans ce soit vraiment vrai et ce soit vraiment ça. Et du coup, c'est peut-être ça le prochain pas pour toi si tu as des clients et que ça tourne, etc. C'est de te dire comment est-ce que je commence à peut-être prendre plus de place pour des projets perso et du coup, comment je monte mon TJM pour ça et comment est-ce que si je veux faire un collectif et avoir un lieu, je commence à réfléchir à ça, à m'intéresser à l'investissement, à m'entourer de personnes. Enfin bref, ça donne plein de pistes d'ouverture. Et honnêtement, pour donner du recul, moi je fais ça depuis 2013 avec une copine de Ubisoft. Justement, cet exercice où tu te vois dans 5 ans. Et je trouve ça tellement magique parce que c'est exactement ça, c'est je me vois là et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour arriver là. Parce qu'en fait 5 ans c'est très court, on croit que c'est très long, mais en fait il y a plein d'étapes à passer. Tu sous-estimes énormément ce que tu peux faire en 5 ans. Exactement. Et puis ça permet aussi, comme tu dis, de prendre du recul et de te dire quels sont tes objectifs, quelles sont tes perspectives d'évolution. Du coup, un truc que j'aime bien faire moi pour ça, c'est là en fin d'année je fais toujours un bilan de l'année passée. Mais je t'invite à aller te projeter et te dire ok on est dans 5 ans et tu fais le bilan des 5 années qui viennent de entre guillemets passer dans ta vie et de le faire à l'écrit et de creuser pour que ça te ressemble vraiment et que quand tu le lises tu te dis putain j'aimerais tellement vivre cette vie. Quand tu as trouvé ça tu reverse engineer it en te disant ok je reviens 5 ans en arrière, on est aujourd'hui, c'est quoi la plus petite action que je peux faire maintenant et tu fais ton plan d'action comme ça et quand tu as ça forcément tout prend un sens parce que tu es en train de construire vraiment la vie que tu as envie de vivre et en plus de ça tu fais pas les erreurs qu'on peut faire ça doit marcher ou tu acceptes des trucs qui te ressemblent pas et tu construis, tu en parlais un peu tout à l'heure, tu construis une activité dont tu es prisonnier et c'est une espèce de cage dorée parce que tu gagnes des sous mais t'es pas à ta place quoi. Complètement. Oui, il y a certains projets que j'aimerais retirer de ce que j'ai aujourd'hui, alors après c'est en phase avec tous les clients avec qui je travaille, ça se passe bien et je les aime bien. Après sur les projets, il y en a forcément qui m'inspirent moins que d'autres quoi, tu vois. Trop bien. C'est cool que en général je dis trop bien quand je vois qu'il y a des réflexions intéressantes parce que des fois il y a des gens qui me disent ouais je suis en train de galérer sur ça, ça me fait bosser et tout et je leur dis trop bien genre tu galères c'est génial mais c'est trop bien parce que c'est là dans ces moments là où t'as des prises de réflexion en fait. Complètement. Bon c'est cool. C'était un bon exercice. Chouette. J'ai hâte de voir. C'était vachement intéressant en tout cas d'en savoir plus parce que c'est vrai que par rapport à tout à l'heure quand on est arrivé, finalement on n'en savait pas beaucoup derrière le monde graphiste et en fait que avec cet exercice là ça a vraiment ressortir des trucs, tu vois, tu parlais beaucoup de design produit et du coup j'ai trouvé ça vachement passionnant parce que tu nous inclus dans ton rêve, ton idéal, ce qui te passionne. Et je pense que c'était le sujet de l'épisode que j'ai enregistré hier, du coup c'était pas sur mon podcast mais sur le podcast de Aline qui s'appelle The Bee Boost. Et c'est un épisode dédié à la vision. Et je pense que pour attirer les gens qui ont ces mêmes enjeux que toi et qui voient le même truc comme vient de dire Coralie, on se sent investi de ton rêve et de ta vision et il y a des clients ils peuvent se dire trop stylé putain moi aussi j'ai envie d'aller dans ce sens et ça crée du lien avec tes clients aussi. Donc presque même créer du contenu pour assumer cette vision et en parler de manière ultra transparente. Et pour moi, c'est un truc hyper important aussi justement d'avoir des clients qui viennent parce qu'ils sont en phase avec tes valeurs. Et tant que tu communiques pas dessus, ils peuvent pas le savoir donc tu peux pas les attirer.
Ouais. Bon, bah, il y a plus tard. Yeah. On passe à qui, Veille ou Amandine? Tu veux bien choisir ta question, c'est ça? Vas-y, Veille. Tu te présentes pour les autres? Ouais. Et pour la caméra, comme ça, je vous mettrai en avant, je ferai des petites capsules. Ça marche. Là, pendant la présentation, on verra peut-être ma première problématique en fait. Ok. Donc moi, j'ai plusieurs activités. La principale, c'est... alors, je vais reprendre ta petite formule. Vas-y. C'est aider les personnes à raconter en images les moments qui comptent pour eux. Donc, je suis photographe de mariage et famille. Voilà. Et j'essaie de le faire de la manière la plus éco-responsable possible. Et la plus éthique et humaine possible. Donc ça, c'est la première activité. C'est celle sur laquelle je me concentre le plus depuis que je me suis lancée il y a bientôt 1 an. Tu peux venir là, s'il te plaît, pour la vidéo et pour la caméra, aussi, pour le son aussi. Et c'est aussi celle qui me rémunère le plus. Ok. Voilà. À côté de ça, je travaille aussi pour des professionnels. Donc c'est des professionnels du tourisme pour de la création de contenu. Donc photos et texte, avec des architectes d'intérieur, enfin architectes et décorateurs d'intérieur pour les photos de la réalisation. Et également, mais là c'est plus un souhait parce que c'est pas trop le cas, c'est travailler avec des artisans et petits entrepreneurs pour leur créer des reportages et des portraits qui mettent en avant leur savoir-faire. Donc voilà. Et ça, du coup, c'est la deuxième brique que tu es en train de développer et que tu as envie d'aller plus loin dedans? C'est ça. Enfin, oui et non. Comment dire? Est-ce que c'est par opportunité? Parce que tu as eu des demandes? Ouais, c'est plutôt dans ce sens. Okay. Enfin, au début, je faisais un peu de prospection. Et en fait, je me rendais compte que les gens confondaient souvent, par exemple, collaboration gratuite d'un photographe qui veut développer son book, alors que c'était pas le cas en fait, et prospection. Ouais. En fait, après c'est peut-être la façon dont je me présente, ou je sais pas, pendant un bon moment je me suis dit, tous les métiers créatifs c'est comme ça, mais je commence à me dire qu'il faut que je me présente d'une autre manière. C'est un biais de la photographie aussi, ouais, parce que je pense que c'est un métier qui est très mal connu. Ouais. Et les gens ne comprennent plus ce que c'est la photographie parce qu'on a, je sais pas, mon téléphone il filme. Parce qu'on a des téléphones où on nous met tout le temps en avant le nombre de pixels, le machin. Ouais, c'est ça. Puis et du coup, les gens oublient ce que c'est vraiment le métier de photographe en fait. Ça. Oui, parce qu'en fait, c'est pas juste prendre un appareil ou un faire téléphone clic. Ouais, c'est pas ça, c'est préparer en avant. Oui, en fait, c'est comme tous les métiers créatifs, il faut un brief, il faut guider le client sur lui dire, voici ce que vous voulez, moi je vous propose ça, ou bien sinon, ceci sera réalisable à telle heure à cause de la lumière, de l'orientation de l'appartement, ou des choses comme ça. Et aussi lui dire, non, en fait, ça je peux pas le faire. Soit je suis pas compétent, soit j'ai pas le temps, soit pas mal de choses, savoir rediriger, il y a vraiment beaucoup de choses autour de la photo et les gens se rendent pas trop compte, je pense. Après il y a aussi le fait que il y a énormément d'autodidactes. Moi-même je suis autodidacte, donc je comprends totalement, et il y a donc beaucoup de gens qui cherchent des collaborations gratuites pour se faire la main, pour se faire l'œil du coup. Et se faire un book. Donc, effectivement, il y a un enjeu très fort là-dessus qui est de comment est-ce que toi, tu peux créer et communiquer des choses qui montrent la différenciation entre quelqu'un qui... Parce que, tu vois, je te partageais tout à l'heure que moi, à un moment, j'avais voulu développer un truc dans la photo. Et clairement, moi, je suis profil, j'ai acheté un appareil photo sexy, je suis allé sur Internet, j'ai appris à m'en servir. Mon rêve, c'était comment tu prends des photos en manuel, tu vois, et j'avais l'impression que ça s'arrêtait à ça, alors que clairement pas. Et j'ai eu besoin de rencontrer une photographe qui m'a clairement montré sa méthode de travail et où j'ai vu tout l'envers du décor dont je n'avais aucune idée, ce qui fait que je me suis rendu compte, ok, t'es pas photographe Thomas, t'es quelqu'un qui a appris sur Internet en 2 jours à utiliser un appareil photo. Et tant que j'avais pas rencontré la personne et que j'avais pas vu son process de travail, je ne savais moi-même pas. Alors que j'essayais de vendre ça à des clients, tu vois, au tout début. J'ai même fait un lookbook à 200 balles, quoi. Enfin, c'est vrai, c'est parce que j'ai tenté, tu vois. J'ai essayé et elle a accepté, elle était contente des photos et je me disais, c'est tout ce qu'il faut. Et tant mieux, et c'était génial. Elle aurait jamais mis 2000 balles dans son lookbook, elle avait pas les sous. C'est pour ça que je l'ai pris à 200.
Ce qui est délirant parce que 200, tu casses le marché, quoi. Et du coup, j'ai été un jour ce freelance qui cassait le marché. Je pense qu'on a malheureusement tous commencé par là. Hein. Moi, quand je repense à mes tarifs de l'époque, je me dis, mais comment je pensais vivre avec ça? Parce que tu n'as aucune notion de ce que tu fais, en fait. Non. Mais du coup, je pense que ça, c'est un vrai enjeu, et on va revenir sur l'autre truc de te positionner et d'en parler, mais de créer des choses qui montrent que toi, tu n'es pas cette personne qui a ramassé un appareil et qui a appris il y a 3 jours, de montrer comment tu travailles. C'est un épisode qu'on a fait avec Laetitia, dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle « Apprendre notre métier à nos clients ». Et en gros, c'est créer du contenu pour qu'ils captent tout ce qu'il y a derrière et qu'ils se rendent compte effectivement de la valeur de ces choses-là. Parce que la photographie, les gens ne savent pas. Ouais, non, mais surtout la photographie, les gens ne savent pas. Je m'en suis rendu compte. Mais d'ailleurs, ce qui est bien, là, c'est du coup dans le domaine du mariage, c'est qu'on est... par exemple, les wedding planners. Alors ça, je pense que c'est le métier le plus compliqué à... la prestation la plus compliquée à vendre. Parce que tout le monde se dit... Non mais je peux le faire. Alors que par exemple les fleurs je peux pas le faire, la photo je peux pas le faire, enfin voilà. Les wedding planners, c'est vrai que tout le monde n'est pas client de wedding planner. Non, c'est clair. Mais c'est des gens qui ne veulent pas passer tout ce temps-là à le faire en fait. C'est ça. Et en fait, ce qu'elles ont du mal à faire, c'est une fois qu'elles ont signé avec des clients, avec des futurs mariés, c'est leur expliquer que non, je suis pas magicienne. Je vais vous faire économiser du temps, je vais vous faire économiser des rencontres inutiles, des choses comme ça, parce que je ne travaille qu'avec des professionnels. Mais derrière, les professionnels, il faut les payer, et il faut les payer au juste prix aussi. Et il y a une wedding planner qui m'a interviewée sur son blog, et ça, je trouve ça génial. Grosso modo, la problématique générale de l'article, c'est est-ce que les photographes de mariage ont des tarifs trop élevés ? Et du coup, elle m'a posé plein de questions, et j'ai trouvé son interview vraiment très bien construite. Et dans la partie, il y a une question, après il y a plusieurs questions sur le sujet, mais qu'est-ce que tu fais dans ton métier de photographe de mariage avant, pendant et après le mariage? Et là j'ai tout détaillé, et encore, il y a des parties que j'aurais pu détailler, mais je me suis dit, bon, l'article fait déjà 2000 mots, on va peut-être s'arrêter là. J'ai écrit un livre. J'ai tout détaillé, et il y avait une autre question où j'ai détaillé tous les frais en fait. Et là je me dis, je pense que les gens quand ils vont lire ça, ils vont se dire, quand même, j'avais pas pensé. et en écrivant cet article, je me suis dit aussi, on me demande souvent si je regrette pas de ne pas m'être lancée en freelance tout de suite et d'avoir travaillé en tant que salarié. Et en fait, en écrivant ça, je me suis dit, non, en fait, c'est bien parce que je sais exactement quelle est la différence entre revenu de freelance et revenu de salarié. Par exemple, les gens confondent souvent chiffre d'affaires brut c'est clair. et salaire net. Énormément. Et du coup, quand je détaille, alors en fait, dans mon chiffre d'affaires, il faut enlever les charges, les cotisations, machin truc. Je n'ai pas de congé maladie, je n'ai pas de congé payé, je n'ai pas de RTT. Et ensuite, de tout ça, il faut comparer au salaire super brut, qui est à peu près 1,8 fois le salaire net. Les gens se rendent compte que, ah oui, effectivement. Et ça, j'aurais pas su si j'étais pas salarié. Pour en revenir du coup à ton questionnement sur le positionnement et comment tu parles de ce que tu fais, l'exercice que je t'invite à faire, c'est comment est-ce que tu peux trouver une cohérence dans pourquoi toi tu as envie de faire toutes ces choses entre le mariage, les trucs sur l'architecture, les artisans que tu mets en avant ou que tu crées du contenu pour eux vidéo, le voyage et les offices de tourisme, ce genre de choses. C'est quoi la cohérence entre tout ça et comment tu peux construire presque une offre qui peut parler à tous avec une manière de leur parler. Ça se trouve, c'est pas possible, mais c'est à toi de creuser. Mais moi, tu vois, genre, quand tu me parlais des 2 premiers trucs, en tout cas, je voyais des liens. Je vois de plus en plus sur Insta passer ces photos de mariage de gens sur une falaise énorme sur les îles Féroé. Oui, mais ça, par contre... Je vois où tu veux me dire. Et en gros, du coup, je vois une cohérence entre ces trucs, tu vois. C'est genre, la phrase que tu as dite au début, je la trouve cool. J'aide les personnes à capturer en image les moments qui comptent vraiment pour eux. Si tu fais une offre, un moment sur des photos de mariage en mode j'ai voyagé dans tous ces pays-là autour de la France, j'ai trouvé tous les lieux incroyablement beaux photographiquement parlant. Imaginez et regardez ce moodboard, vos photos de mariage dans ce cadre, et tu crées l'espèce de voyage photographique de ouf autour de leur mariage, pardon. Ça, c'est une offre premium incroyable. Mais en fait, tu en parles, mais je me rends compte que j'ai déjà commencé à orienter un peu les photos de mariage comme ça. En fait,
Je suis tombée sur une photographe plutôt connue au niveau de l'Europe, pas sur un pays en particulier. Et sa cible, c'est les mariages en haute montagne. Les mariages aventure et montagne. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Pas que montagne par contre. Ouais, mais genre outdoor quoi. C'est ça, outdoor. Et du coup, là, j'ai commencé à réfléchir un peu dans le milieu du mariage, on organise souvent des shootings d'inspiration. Et orienter un peu les futurs shootings vers plus des shootings en montagne. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est le premier lien qui est cool. Après, avec du coup l'architecture, l'artisanat, plus complexe à trouver. L'architecture, ça peut être des lieux que les gens peuvent utiliser pour leur mariage, qui sont des belles bâtisses architecturales, etc. Ça pourrait être un lien. Ça peut être aussi un architecte qui sort sa première maison ou son premier lieu. Ça peut être un moment qui compte vraiment pour lui. Ouais, d'accord. Tu vois ? Ce qui veut dire que quand tu présentes les projets, il faut que tu puisses les présenter dans le sens où tu racontes l'histoire de pourquoi ça compte vraiment pour eux. Ce qui fait que tu sors de « je suis photographe de mariage ». Je crée des instants photographiques et visuels pour les grands moments de la vie de personnes. Quand ils se marient, quand ils sortent leur première bâtisse architecturelle, quand ils font le voyage de toute une vie, quand ils se lancent à leur compte et ils fabriquent des meubles. Et en gros, ton objectif, c'est de raconter l'histoire en photo et en vidéo. Ça, tu vois, c'est un lien que je peux voir, qui sort, mais ça veut dire qu'il faut que tu communiques de cette manière pour que les gens comprennent le lien. Ce qui va être le gros enjeu du coup. Parce que si les gens tombent sur ton site et ne comprennent pas concrètement ce que tu fais et ils voient des photos de mariage, des photos de baraque, des photos de voyage, ils vont se dire « je capte pas ». C'était vraiment ma crainte en fait, et moi personnellement quand je vais sur d'autres sites, si je vois des choses totalement différentes, je ne comprends pas ce que la personne fait à part dire je fais tout ça et soyez mes clients pour que je gagne de l'argent. Ce qui est un problème de communication et plus un problème de positionnement, tu vois. Et ce qui va être du coup hyper important, c'est comment est-ce que tu crées cette com, ce message, ce cheminement sur ton site pour que les gens comprennent ce que tu fais et pourquoi tu fais. Et c'est ce que j'utilisais pareil à la conf, t'étais là. Plutôt que de dire il faut être spécialiste sur une niche et sur un secteur et sur un segment, pour moi, il faut être spécialiste d'une transformation que tu apportes à tes clients. Ce qui est le schéma qu'on avait fait, la situation initiale, situation désirée et le véhicule du changement. Et que tu puisses du coup expliquer ce que j'aide les gens à faire, c'est ça. Et toi, c'est j'ai un moment important dans ma vie et j'ai envie de conserver des souvenirs de dingue de ce moment. Ben, Veille, elle va créer du contenu là-dessus et des images et une putain de vidéo et des trucs stylés pour que ce moment soit inoubliable dans le moment et que je l'oublie jamais grâce au contenu qu'elle a créé. Et pour moi, c'est ça, en tout cas avec ce que tu m'as dit, c'est la transformation que je vois qui peut être intéressante. Il faut que tu refasses le travail pour toi, pour que tu trouves tes mots et ta manière de le faire. Mais pour moi, c'est une cohérence que je vois et c'est cette cohérence qu'il faut que tu cherches en fait. Parce que ça peut, et ce qui est ouf, c'est qu'en gros, les gens cherchent des spécialistes, mais ils cherchent surtout des premières personnes à faire X. Et si tu es la première à proposer un truc comme ça avec ce type de message et qu'ils ne l'ont jamais vu ailleurs, bah, tu deviens spécialiste d'un truc qui n'existait pas avant, parce que les gens ils sont restés dans leur niche, quoi. Et tant que tu te bats à être la wedding planner qui, la photographe de mariage qui, bah, tu te bats avec tous les photographes de mariage. Et là tu prends un océan bleu où il n'y a personne. Après ce qui est bien quand même, c'est que pour le mariage, du coup, vu que c'est la seule activité sur laquelle je communique vraiment en tant que photographe, c'est qu'il réussit à trouver un élément différenciant, c'est que je me présente comme photographe éco-responsable. Parce que j'ai vraiment construit... du coup, il faut que je vois comment je formule la chose. Mais parce que j'ai vraiment construit toute mon activité pour la faire de la manière la plus éco-responsable possible. Trop bien. Pour limiter en fait tout ce qui est pollution numérique. Parce Putain, que tu dois galérer. Pas tant que ça en fait. Ah ouais? Au début, sur le stockage des fichiers, c'est pas une grosse galère? Bah oui et non. En fait, déjà, tout est dans les contrats. Donc les gens peuvent pas... je limite dans le temps le stockage des fichiers en ligne. Et après, j'ai choisi aussi tout ce qui est fournisseur d'énergie, hébergeur web et tout, en fonction de leur charte et surtout de leurs actions concrètes. Pas mal, par c'est très rapport cool à ça. ça. En fait. Très très cool ça. Et même au niveau des trajets, en fait. Mais ça, après, tu vois, c'est des valeurs
qui viennent nourrir la transformation que tu apportes à tes clients. Donc c'est en gros, moi je veux avoir accès à ce que tu me proposes, j'ai les mêmes valeurs que toi, je te choisis toi plutôt qu'un autre. Ça fait pas partie de la transformation que tu offres forcément. Ça répond à ta question un peu sur le positionnement et comment tu peux commencer à le traiter. Trop cool. Je suis vraiment curieux de voir si tu fais ça parce que je trouve que c'est trop cool comme histoire à raconter. Et je pense qu'il faut que tu racontes, si tu arrives à cette conclusion-là, comment t'en es arrivé là et pourquoi c'est important pour toi. C'est-à-dire, ce truc-là que je disais, ça peut être ça. Je me rends compte qu'on a tous des moments clés dans notre vie qu'on veut conserver et que nos grands-parents ressortent dans les albums de mariage, que nos parents nous racontent le moment où ils se sont rencontrés, etc. Et je trouve ces moments tellement beaux que j'ai envie de les capturer et de faire en sorte qu'ils existent jusqu'à la nuit des temps. Et avec des beaux visuels, des belles vidéos, des trucs qu'on peut être fier d'imprimer en énorme, blablabla. Et c'est ça ton histoire. Si ça te parle. Il faut encore une fois que tu te reconnectes et que tu te trouves pourquoi ça te parle, les histoires dans ton passé aussi qui justifient ça et tout ça. Et là j'ai le cerveau en ébullition parce que je suis en train de me dire, alors déjà il faut que je mette tout ça à plat, que je refasse tout mon site alors qu'on l'a fait de zéro avec mon copain, enfin il a tout codé en fait. T'es pas obligé de refaire tout ton site. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, non mais c'est sûr. Déjà, rien que la première étape c'est tester ce message sur le terrain, sur le marché avec les gens à qui tu t'adresses. Et t'as des outils qui permettent de faire des sites sans avoir à tout coder. Ouais, alors no code. Ouais, mais mon copain il est développeur, mais il est ingénieur et comment dire, il a regardé WordPress et il a dit hors de question. Hors de question. Squarespace c'est très limité. C'est très limité et en termes de tarifs c'est pour moi en tout cas pour l'instant au stade où j'en suis c'est trop élevé. Et là il code via Netlify, je sais pas si. Non, ça me dit quelque chose mais. En fait, outil qui s'appelle Webflow. Et qui et justement qui est très propre et qui est très puissant. Et en termes de code et de référencement, après c'est quand? Parce que lui c'est vraiment. En termes de code, justement après tu peux mettre ton code sans aucun problème. Ça se base sur l'HTML, CSS, justement en termes de philosophie. Et après en termes de référencement, c'est très bon. Moi j'utilise Webflow pour Coop pour l'instant. Et je suis hyper bien référencé, j'ai rien eu à faire. Et justement, en fait, pour le référencement, tu peux choisir tous les méta que tu mets pour une page et tout. Et ça te permet de faire une page en un jour et de tester justement ton positionnement. Parce qu'en fait, ce qui est dur, c'est si tu fais un site avec un développeur, c'est que ça sera très long pour changer des choses. C'est pas du tout agile, alors que justement, là, si tu veux, là, après aujourd'hui, changer ton positionnement un petit peu, et là, avec Webflow, juste le tester et voir la réaction des gens. Après, tu peux le faire sur un mail. Sur un PDF que tu envoies, peu importe, tu vois. Mais c'est ça l'idée, je pense, c'est quand tu as trouvé un message qui te parle à toi, c'est pareil qu'avec notre activité. On fait une offre, si elle parle pas du tout au marché, il n'y a pas de business là-dedans, tu vois. C'est juste toi qui as un hobby. C'est sûr, Mais du coup, c'est pareil avec ton message, il faut trouver le moment. J'aime bien imaginer, c'est comme si tu essaies de capter une radio, tu vois. Et tu dois toujours tweaker le message et l'ajuster pour trouver le bon canal pour que boum, là ça tombe pile. Et c'est ça que tu dois faire avec ton marché, c'est t'adresser à eux un grand nombre de fois, pas une fois, parce qu'une personne ça veut rien dire, 10, 15, 20, 30, 50 fois, pour tester ton message et la réceptivité. Et observer du coup, être grave observant de ce que la personne elle s'intéresse, presque qu'est-ce que fait son corps, est-ce que les retours qu'elle te donne, est-ce que les phrases qu'elle te dit, est-ce qu'elle est enthousiaste, est-ce qu'elle est là, ouais, bof, est-ce que tu lui as juste dit je suis graphiste et ah oui, ok. Comme ça. tranquille. Ah voilà quoi, oui désolé, je m'attraque sur le truc. Cool. Merci Faye, ça t'a aidé? Moi j'ai juste parce que tout à l'heure elle soulevait un truc intéressant par rapport à son blog et j'avais envie que tu réagisses dessus. Ah oui. Ok. Oui, du coup j'ai expliqué que comment dire, donc j'ai mon blog voyage et je m'en sers du coup pour créer du contenu. Donc je crée du contenu sur mes canaux et pour l'instant je ne vais pas encore chercher, mais parfois on me contacte pour des éventuels partenariats ou collaborations. Et dès que je parle de rémunération, en fait les gens se bloquent et ils me disent il y en a qui me disent tout simplement on n'a pas le budget, bon tant pis. Et après parce que tu m'as pas présenté oui, comme ça. Non, en fait je vais en parler du coup après parce qu'il y a deux situations. Du coup, ça c'est la première situation, et il y en a qui disent par exemple, oui, mais il y en a qui ont accepté sa rémunération et tout, du coup, je continue pas. Et il y a quand même un événement auquel je participe depuis l'année dernière seulement, ça s'appelle le Salon des blogueurs.
de voyage. Et là, en fait, il y a des speed dating avec entre professionnels du tourisme et blogueurs. Et en fait, comme le salon s'appelle Salon des blogueurs, voyage, les professionnels s'attendent à avoir des blogueurs qui créent du contenu, mais des blogueurs. Si tu leur dis je suis photographe, enfin comme moi, eux ils s'en fichent complètement. Ils voient pas la photo comme mon métier, ils se disent t'as un blog parce que tu veux voyager, parce que tu veux avoir des voyages gratuits. Et ils veulent pas rémunérer en plus. Enfin, et du coup, j'ai un peu du mal à leur faire comprendre que s'il faut une rémunération, si vous voulez du contenu sur vos canaux. Enfin, moi, si vous m'invitez, je crée du contenu sur mon blog. Mais si vous voulez acheter si vous voulez du contenu sur vos canaux, c'est payant. Enfin, c'est rémunéré, c'est autre chose. Alors, il y a plusieurs axes de ce truc. Le premier truc que je vais dire, c'est si tu te rends compte qu'au salon des blogueurs et que tu y vas tous les ans, il n'y a que des gens qui sont dans cet état d'esprit parce qu'ils cherchent ce dont ils ont envie. Et que du coup, quand tu leur donnes ce dont ils ont vraiment besoin, ils sont là, non. Il y a deux manières de le faire. C'est soit tu leur donnes ce qu'ils veulent et à l'intérieur, tu caches ce dont ils ont besoin. Et tu le fais par petites briques pour commencer à les changer. Soit t'arrêtes d'aller au salon des blogueurs et t'arrêtes de matraquer un mur, quoi. J'étais pas en train d'y réfléchir. Cette année, déjà, j'ai hésité à y aller. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant, pour moi, il faut que tu trouves c'est quoi l'intérêt de ton blog pour servir ton message commercial. Si ton blog, ça reste un kiff, et je pense que c'est un gros kiff, oui, c'est un gros kiff quand même. Ça peut quand même trouver un lien avec ce qu'on racontait avant. Ça peut être ta manière de sourcer des nouveaux endroits trop stylés pour dans ton offre. Ça peut être une manière d'aller à la rencontre de nouveaux artisans sur place, etc. Tu peux trouver le cadre pour que ça serve aussi ton message. C'est ça, c'est un peu déjà ce que je fais. Artisan, du coup, c'est un peu compliqué, mais ça me sert pour mon book. Et même quand je vais dans les hôtels et des restaurants, en fait, je m'en sers pour mon book. Exactement. Et du coup, en fonction de comment ça sert ton activité, ça se trouve, tu t'en bats les couilles de la rémunération. Oui, ça se trouve, le seul enjeu pour toi... Alors oui, dans un sens. Enfin, je caricature et je suis fait exprès, mais ça se trouve, le seul enjeu pour toi de ça, c'est te faire inviter pour voyager, pour découvrir de nouveaux endroits que tu peux revendre ensuite derrière à tes clients en photo. C'est ça, mais sans céder le contenu directement. Sans céder le contenu, effectivement, tu dois le faire en propriétaire. Ça se trouve, c'est ça ton intérêt, et du coup, tu dis aux gens, je fais pas de collaboration. Enfin, je crée pas de contenu pour vous, parce que ce truc-là, c'est que des collaborations. Ça se trouve, sinon, que ces gens-là, quand ils te demandent de créer du contenu pour eux, tu peux dire, là, pour mon blog voyage, voilà pourquoi je le fais et mon enjeu. Par contre, mon activité à côté, c'est ça, et tu sors ton discours sur je crée des moments de... Si ça vous intéresse, on peut en parler sous une autre casquette, parce que tu dis mon blog il sert à ça. Après, ce qui est intéressant en général avec ce genre de trucs qui sont des médias, c'est qu'effectivement tu crées une audience qui est là pour quelque chose. Mais le problème avec ça, c'est si ton audience est décorrélée de ce que tu vends, t'as deux boîtes en fait. T'as deux boîtes que tu mènes en tant qu'une personne, et c'est difficile de raccrocher les wagons. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est comment est-ce que l'audience que tu as aujourd'hui, elle peut être au service de l'autre truc que tu vends, et tu peux les faire de manière simultanée. Parce que tu vois, aujourd'hui, moi le podcast, il a du sens, parce que c'est une audience que j'ai envie de servir, et que je sers de plein de différentes manières autour. Et c'est pas décorrélé du réseau. Et même avec mes clients que j'ai en tant que freelance à côté, les points de raccroche, c'est parce que c'est des personnes qui ont envie d'entreprendre, qu'elles le fassent seules ou en start-up, qui ont envie de mieux communiquer sur ce qu'elles font et qui surtout ont envie d'être alignées avec leur projet et de mieux en parler et d'être plus à leur place. Et ça, que tu sois freelance ou founder d'une start-up, c'est les mêmes enjeux. Et je communique les mêmes messages à vous, les free, et à mes clients de start-up. Parce que mon objectif, pas mal quand je rentre et que je discute avec un client de start-up, c'est de le faire creuser sur viscéralement pourquoi il a lancé son projet. Et les fois où, là par exemple, il y a 2-3 semaines, j'étais en Startup Weekend pendant un week-end, et j'étais mentor du coup pour les startups qui étaient en train de réfléchir à leur projet. Et j'ai fait chialer une des founders qui faisait son truc. parce que j'avais fait le truc de pourquoi. Et elle était tellement connectée à ce qui était important pour elle qu'elle s'est mise à pleurer en racontant l'histoire de pourquoi elle lance sa boîte. Et tu vois, ça c'est le lien que je fais avec ce que j'apporte au Free, parce que c'est la même question, c'est pourquoi est-ce que c'est hyper important pour toi de lancer ce truc, et quand tu es connecté à ça, c'est hyper puissant.
Et du coup, il y a un lien quand même, tu vois. S'il n'y a pas de lien entre ton média et ton biz, et que c'est deux choses complètement déconnectées où tu vends des choses différentes, ça va être difficile pour toi sur le long terme de les continuer en fait. Il y a quand même un lien entre les deux. Il y a un lien, bien sûr. Je le vois aussi. Là, j'ai réussi à avoir, je pense notamment à un couple, à avoir un mariage en particulier où ils font une partie seulement du mariage en montagne. Et ils m'ont demandé, est-ce que tu sais faire des photos en pleine montagne au bord de lac? Et je leur ai dit oui, et je leur ai envoyé mon blog, et je leur ai envoyé des photos en particulier. Trop bien. Bah, du coup, c'est ça. Ton blog, ça peut être le moyen de dire, si tu veux des photographies inoubliables de ton mariage, de tes meubles, parce que c'est le moment où tu lances ta boîte, blablabla, voilà des lieux de dingue que j'ai visités, que je connais, où je suis déjà allé, que j'ai déjà photographié, où on peut le faire. Ça. Et ils m'ont demandé, dans telle région, mais c'est exactement ça, ils m'ont demandé dans telle région, tu connais des randos faciles, accessibles, parce qu'on y va en robe de mariée. Je leur ai dit oui, et j'en ai donné 3. Et ils sont à telle distance de Grenoble, je sais comment y aller, j'y suis déjà allée et tout. Et du coup, si tu peux faire ces découvertes de manière gratuite avec des collaborations, génial. J'avoue, ouais. Pour l'instant, c'est ce que je fais du coup. Et si les gens t'ont vraiment envie de servir, c'est ce premier message. Ne te parasite pas à faire des photos pour un hôtel qui vont être chiants quoi qu'il arrive. Et ne te bats pas pour les avoir. Parce que tu vas dépenser de l'énergie pour rien en fait. Non, pour l'instant, concentre-toi sur le début de la courbe. À fond. Garde ton énergie. Sacrifie les autres parce que c'est pas ceux qui t'intéressent. Et essaye même pas de les convaincre. Parce que tu vas perdre du temps, de l'énergie, des ressources, de l'argent, à aller au salon des blogueurs, à te battre pendant une journée avec des gens qui de toute façon s'en battent les couilles. Ça répond à ce que tu voulais entendre? Oui. Cette question, trop bien. À toi, Amandine. À moi. Je suis désolée, tu passes en dernier, tout le monde est en train de vouloir travailler. T'inquiète. T'as bien raison. Du coup, alors j'aide les créateurs et les artistes à se faire connaître via les réseaux sociaux. Voilà, donc moi avant. Tu commences à bien l'avoir révisé. Ouais, c'est ça. En 2 heures, là. Ouais, non, mais même la conférence d'avant. Voilà, donc moi j'étais community manager avant, j'ai bossé dans le web aussi, et j'ai aussi été au service des jeunes talents, parce qu'à un moment donné j'étais journaliste musicale, et puis justement j'avais un blog aussi où j'aimais pas mal me mettre en avant les créateurs, les boutiques de créateurs et tout ça. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais vraiment envie d'aider les gens à faire ce qu'ils voulaient, vivre de leur passion. Et en plus de ça, moi j'aime la photo, j'ai un aspect visuel aussi fort. Donc du coup, c'est un petit peu un mélange de tout ça, mettre mon expertise et mon regard à leur service. Et là, donc évidemment, je peux offrir à des boîtes des offres de community management, de création de contenu, que ce soit rédaction, photo, etc. Mais j'ai aussi vu qu'il y avait un gap, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir ces prestations-là, mais qui ont aussi envie de se mettre quand même à fond dans leur activité. Et donc le but, c'est de les former et de les accompagner pour qu'ils créent du contenu sur les réseaux sociaux qui leur ressemble, qui servent leur message. Et c'est aussi parfois avoir un petit déclic sur les réseaux sociaux. En fait, c'est que, entre guillemets, l'écho de la vie réelle. Parce que souvent, c'est aussi ça qui bloque. Le fait qu'on a l'impression qu'il faut qu'ils deviennent Instagrammeurs, quoi. Ouais, et puis que ça met trop de temps. Le fait de se mettre en avant eux en premier, parce qu'ils se disent je vais être égocentrique, il va y avoir que ma gueule, et oui, mais en fait c'est qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que finalement on like souvent les photos des gens qu'on aime bien. Parce qu'on se retrouve en connexion avec eux. Donc c'est aussi, il y a aussi un accompagnement aussi à avoir des déclics par rapport à ça. Donc là je suis en train vraiment de créer ma marque, et donc ça va s'appeler Tu peux être qui tu veux. Parce qu'il y a une histoire avec Christine and the Queens où en fait j'étais marraine avec mon blog j'étais marraine d'elle quand elle était au Fer, lauréate au Fer, et en fait elle scandait Tu peux être qui tu veux pendant son concert. Et en fait d'ailleurs je me souviens très bien de ce soir-là où je me suis dit mais moi j'ai tellement envie juste d'aider visuellement et tout ça les artistes à faire ce qu'ils ont envie, et puis elle a explosé, et quand on sait le parcours qu'elle a fait aujourd'hui, donc pour moi ça fait vraiment sens d'utiliser cette phrase, et donc là
c'est un petit peu frustrant pour moi, mais en même temps, là, d'en parler, tout ça, je me suis dit qu'il y a un truc, parce qu'en fait, là, ça fait pas longtemps que... Ça fait longtemps que j'ai ça en tête, mais ça fait pas longtemps que je réfléchis vraiment à temps plein à toute cette problématique, ce positionnement. Donc moi, j'ai pas encore refait mon site web, je suis pas loin, mais je pense que pour moi, c'était important d'avoir ce positionnement. Donc là, j'ai mon numéro 0 de mon podcast, je commence à réfléchir au contenu que je vais faire, donc là, c'est cool, je vais commencer à m'y mettre. Mais justement, là, en vous entendant parler, en fait, c'est un peu les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je me suis aussi aperçue quand j'avais des sessions avec mes clients, de ce côté où je leur disais mais vas-y, montre-toi, n'aie pas peur d'être vulnérable, voilà. Et yes. En fait, voilà, yes. Moi je sais très bien qu'il faut que je me montre. Il y a deux choses. Il y a un truc que j'ai identifié très clairement, c'est qu'en général quand je rencontre les gens dans la vraie vie, au bout de 5 minutes, les gens sont enclins à me suivre, ils ont envie, parce que comme je suis vachement en empathie, j'arrive à capter leurs problématiques, que j'ai envie de les pousser plus loin, en général en 5 minutes ils ont envie de me suivre et c'est fait. Et sur le web il y a un peu moins ça, parce que depuis le premier jour sur le web, j'ai justement conscience, de par mon métier, de par le web, que donc il y a une partie réputation, il faut faire attention à son image et tout ça. Donc sans le vouloir, je crée une distance, et aussi parce que j'ai très peur, et donc ça c'est un truc où je commence à de plus en plus assumer qui je suis, et le truc où tu dis voilà, faut pas avoir peur de repousser les gens qu'on n'aime pas. Moi j'avais fait cette expérience quand j'avais eu les cheveux rouges en 2015, parce que j'avais une partie, j'avais un ombré air, mais j'avais trouvé ça magique, parce que je m'étais aperçue à quel point ça attirait les gens qui avaient le même état d'esprit que moi, juste avec une couleur de cheveux, et que ça repoussait tous les autres un peu coinsos à qui j'avais pas envie de parler. Donc ça, je vais réutiliser cette histoire. Les gars, genre, teignez-vous les cheveux en rouge pour comprendre ce que ça veut dire. Et non, mais ça, c'était vraiment magique. Il y a eu même une fois dans la rue, il y a une dame qui m'avait arrêtée, qui me dit j'adore vos cheveux et tout. Et j'avais. Enfin, parce que moi, je me rendais. C'est trop bien que je me rendais pas compte. Et d'ailleurs, moi, je me pose la question à peut-être les refaire, là, parce qu'il y a plein de gens aussi qui avaient bien aimé. Bon, bref. Donc voilà. Et donc, je sais, voilà, je sais toute la théorie de ce truc-là. Après, pour passer à l'action, voilà, là j'ai aucun problème par exemple de raconter cette histoire avec Postadem, qui pour moi est hyper importante. La dernière fois quand j'étais à son deuxième apéro, moi j'étais hyper émue, parce que je me disais putain, j'ai fait un chemin de ouf. Et je sais que il faut que je saute le pas et commencer à se raconter ce truc là, mais c'est comme voilà, j'ai aussi une partie de moi qui a été bonne élève, qui a fait pendant plus de 10-15 ans, les entreprises, je me suis battue par rapport à mes positionnements, parce que j'ai un chemin atypique, mais qui, enfin voilà, je me suis vraiment battue, et aujourd'hui j'en suis fière et tout ça, mais du coup, même si aujourd'hui je suis prête à assumer qui je suis, il y a toujours ce côté de j'ai envie d'être employable derrière par des entreprises, parce qu'on sait jamais, voilà, tout ça, donc du coup il y a ce côté où, et puis j'ai pas envie de me priver de marché, mais comme tu dis, c'est aussi le personne tout personne. Moi j'essaie aussi de me dire les gens avec qui j'ai, au-delà d'une organisme et d'un voilà, c'est les gens qui ont potentiellement envie de bosser avec moi derrière, que ce soit en salarié, CDD si possible ou pas, de toute façon c'est des gens qui ont potentiellement les mêmes valeurs que moi, et si idéalement les mêmes valeurs que toi. Oui, idéalement, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils ne peuvent pas accepter la personne que je suis dans sa pluralité, de toute façon, notre collaboration va mal se passer. Donc en fait, il ne faut pas que j'ai peur, mais du coup, voilà, donc ça, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai retardé, jusqu'à présent, et là, il y a mon numéro 0 de podcast, en fait, comme je veux faire des interviews avec les gens sur donc deux aspects, qui sur des artistes, voilà, ou des créateurs qui sont déjà sur le web, qui ont des qui n'ont pas de problème à communiquer, qui ont une belle communauté et tout ça. Donc je veux qu'ils me parlent de ça, de leur rapport au web, et avec un côté sans tabou, voilà, qu'on parle des peurs, de la problématique peut-être à l'argent sans forcément parler de chiffres, chose que moi voilà, je suis pas forcément, qu'il faut que je fasse aussi du coup. Et là j'ai fait un numéro 0 de podcast où j'ai demandé à un pote de m'interviewer pour pouvoir l'envoyer aux gens qui je vais démarcher, et c'est vrai, parce que comme j'avais pas encore fait tout ce travail de positionnement en amont, même s'il commençait à germer,
du coup, quand je m'entends parler, je parle de mon parcours et tout ça, et c'est hyper maladroit. Je me dis, putain, ça pourrait être mieux fait, mieux marketé, mais en même temps, ça reste moi, avec au début où je suis timide et tout ça. Et du coup, c'est intéressant de voir voilà, cet aspect hyper critique que j'ai envers moi, alors que moi je pousse tout le monde à le faire et que je sais que si je me mets pas sur le devant de scène. Ce qui est très vrai, c'est que tu seras toujours la pire juge de toi-même. Ouais. Imagine que toi, la manière dont tu te vois et dont tu vois cet épisode 0, les gens vont le voir presque 100 fois mieux que toi-même. Donc toi, si tu le vois comme étant maladroit, pas ouf, etc., Veille, ça se trouve, elle va l'écouter, elle va dire putain, c'est énorme, c'est exceptionnel. Parce que t'as pas du tout la même perception. Première chose. Deuxième chose, rien t'empêche de le refaire. Oui, non, mais ça c'est sûr, je sais. À part le fait de t'asseoir et le refaire. Et si tu veux le refaire et comparer les deux et choisir celui avec lequel tu te sens à l'aise, ok. Mais en même temps, j'aime bien ce côté maladresse, alors, brûle les ponts, envoie-le et arrête de te prendre la tête et de ruminer dessus. Ouais. La meilleure manière d'avancer, c'est de te donner aucune manière de reculer. Donc ça, ouais. Autre chose que j'avais envie de dire, c'était par rapport au fait de prendre la parole, te lancer, etc. J'aimerais savoir, à part ce truc de l'employabilité, parce que tu sais au fond que c'est du bullshit que tu te racontes, c'est quoi tes autres peurs? Bah forcément de pas être aimé, Ouais, parce que je pense que jusqu'à présent j'ai lissé, je me censurais, j'ai peur que les gens perçoivent des côtés de moi que j'ai pas envie qui moi, enfin je sais que par exemple j'ai un côté contrôle de la vie privée, mais pour autant j'ai pas de problème à dire que je bois du matcha, du thé vert, ou du... Enfin voilà, donc il y a quand même des choses que je donne de moi. Donc Est-ce que tu penses que les gens que tu vas cibler, les créateurs, etc., c'est vraiment une cible qui te tient à cœur et que tu as vraiment envie d'aider et tu as vraiment envie de te donner pour eux? Ouais. Oui. Est-ce que tu penses que de davantage parler de toi et de ton histoire et de ton passé, de comment t'en es arrivé là, ça peut les aider à eux avancer aussi sur leur chemin et donc mieux les aider de ta part? Ça se trouve non, mais est-ce que tu penses que toi, parler de cette histoire avec Christine and the Queen, post-ADEME, ces réalisations qu'il y a eu, ça peut les aider eux aussi à cheminer, à en parler? Je pense qu'en fait, moi je suis peut-être trop. Je dirais pas trop humble, mais qu'il y a un côté où. En fait, j'ai un côté, je minimise un peu mes réussites. Et tu vois, par exemple, quand je suis venue à l'apéro, moi mon objectif c'était de venir te voir et te parler, machin. Mais j'avais peur, alors que, je veux dire, j'ai bossé à M6, j'ai interviewé plein d'artistes, c'est complètement idiot, tu vois, pourquoi j'aurais peur du tout, comme tu le disais. mais moi j'ai ce truc-là, parce que quand j'admire vraiment le travail de quelqu'un, en fait, tu vois, et là c'est un truc qui est ouf, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que là, tu vois, je bosse pour, j'ai deux clients, pas test, c'est des vrais clients, mais c'est mon autre problématique qui est par rapport à mon offre, qu'il faut que... Parce que moi, le business model, ça fait 3. Moi, il faut gagner de l'argent. Jusqu'à maintenant, toi, le business model, ça fait 3, mais ça va changer. Voilà, donc là, je suis en train de tester une première offre, en tout cas. Et pour moi, c'est pas des clients, en fait. C'est des partenaires. Il y a une coach américaine qui dit qu'il faut aimer ses clients. Mais moi, c'est ça, en fait. Pour moi, c'est qui? C'est Brooke? Non, c'est Fabienne Fredrickson, société Bold Earth. Et mais en fait, voilà, ça, moi, mes clients, je les aime, j'ai envie de les pousser pour qu'ils arrivent à vraiment faire ça. Et même là, du coup, il y a un mec dont j'admire le travail depuis 10 ans, parce que c'est marrant, on a des personnes en commun dans notre vie professionnelle. Et en fait, on se retrouve maintenant, il a écrit un livre, je suis venue, et je pense aussi que le fait que, alors, je sais pas si c'est le cas, mais que, en fait, voilà, aujourd'hui, là, il n'a pas il bosse plus pour une entreprise, il bosse plus en télé, il n'y a plus le côté glamour, et il sait que si je m'approche vers lui, en tout cas, c'est pour sa personne, et que c'est pas pour autre chose. Et là, on a commencé à faire des sessions de travail, mais je me dis, mais c'est ouf, tu parlais d'entourage tout à l'heure avec Justine, et je me dis, c'est ouf, là, je suis vraiment... En fait, ça y est, je commence à être égal à égal avec les gens que j'admire depuis longtemps. Et avec qui tu veux travailler et que tu as envie de servir. Ouais.
mais moi, je suis encore... ça va parce que je commence à me sentir bien, je commence à me sentir légitime, mais je me dis, mais je trouve ça... Est-ce que tu as l'impression... On va contre-inverser le truc. Est-ce que tu as l'impression que tu es plus connecté à moi et qu'on va plus loin dans la relation et que donc je peux mieux t'apporter des choses quand je parle de tous les trucs perso donc desquels je parle dans mes contenus, quand je parle de l'histoire avec mon père, etc. Oui. Est-ce que du coup tu as l'impression que quand je parle de ça et qu'on a cette relation plus forte, est-ce que tu as l'impression que ça te permet toi de mieux intégrer les leçons que je partage? Oui. Moi j'en ai l'impression aussi et c'est pour ça que je le fais. Parce que pour moi, de partager ces trucs-là, qui sont mes apprentissages de vie sur des trucs qui parfois sont hyper douloureux et difficiles, ça autorise et ça donne du contexte aux gens pour y réfléchir aussi et prendre du recul et voir la grande image et pas seulement penser business. La raison pour laquelle je te pose cette question sur moi, c'est que si toi, tu as une relation plus profonde avec les clients que tu as envie de servir, que tu considères comme des partenaires et pas comme des clients et presque comme des amis, quand tu as cette connexion plus profonde, évidemment, qui vont mieux apprendre de toi, qui vont mieux intégrer de toi et qui vont mieux passer à l'action de toi. Donc partager ces trucs-là, c'est à toi de voir la profondeur où tu vas. Mais rien que partager les premiers trucs, c'est aussi être à leur service. Et c'est aussi leur permettre à eux de mieux faire ce que tu vas leur dire de faire, parce que tu as un lien avec eux. La seule question à se poser, c'est est-ce que tu veux avoir un lien avec eux? Et si oui, c'est à leur service de partager, et c'est presque... Et j'aime bien ces phrases parce que ça change et tu sais ce qui arrive. C'est presque égoïste de leur priver de ça. Parce que tu les prives d'un niveau d'apprentissage et avancé qui pourrait être plus grand juste parce que tu as peur de partager. Et si tu as vraiment trouvé des clients que tu as envie de servir, eh ben, servez. Mais après, oui, effectivement, c'est ma problématique que tu connais par rapport à la structuration, les offres, les fameux escaliers là où... Ça viendra. Si tu les aimes profondément, que tu es capable de les écouter et de savoir où ils en sont, et de te dire, moi j'ai vraiment juste envie de les aider à trouver des solutions à avancer, les offres, elles apparaîtront comme par magie parce qu'ils te diront ce qu'ils veulent. Et tu sais ce dont ils ont besoin. Quand tu trouves le point de raccroche entre les deux, tu vas tout d'un coup te dire, mais bien sûr. Et je pense que là tu parles d'un auteur. Les gens comme ça, ils ont clairement besoin d'avoir une compréhension plus profonde de comment est-ce que ce truc que j'ai créé, je peux permettre à davantage de personnes de l'avoir sur leur bureau, dans leurs mains, devant leurs yeux. Et ça, c'est un exemple tout con. Le podcast, c'est exceptionnel. C'est ton offre de base. Tu veux interviewer, je t'invite à sur mon podcast, viens. Tu interviews, à la fin de l'interview, tu dis, ce qu'on vient de faire là, il y a X personnes qui vont l'écouter sur mon audience. On pourrait faire la même chose pour toi, autour de toi, créer du contenu autour de toi pour porter ton message. Ça peut être un podcast, des vidéos, peu importe. Et ça, c'est ton offre. Faire ce que tu fais pour toi, pour d'autres gens. Comme moi, là, ce que je fais pour moi avec le podcast, les vidéos, la chaîne YouTube, tout le contenu que je fais, la méthode de Gary Vee que je déploie et que je développe à balle, je pourrais aller prendre n'importe quelle personne, faire ça avec elle pendant 1 an, et qu'elle passe de inconnu à personne de référence sur son sujet. Il y a 1 an, personne d'entre vous me connaissait, j'étais personne. J'ai juste fait un podcast. C'est tout. Et poussé aux 4 coins de l'enfer et de l'univers. Alors, parce que je fais de la com et c'est mon métier, mais... Tu vois Ça, c'est ce que tu vends aux gens. T'es un auteur, t'as un bouquin, je le trouve exceptionnel ton bouquin, j'ai envie de t'aider à le mettre en avant et faire en sorte que davantage de personnes le lisent parce qu'il peut changer des vies. Viens avec moi pendant 1 an et tu verras. Oui. Ça te répond? Oui. Est-ce que ça t'aide? Oui, non, mais en fait, je sais qu'il faut que j'embraye en ce moment le fait que c'est pas grave si c'est pas parfait au début. Et t'as quel âge, Amandine? 38. Ok. Tu les fais pas. Ouais, Je sais. vraiment pas. T'as 38 ans. T'as 38 ans, t'es passionné par ce que tu fais, t'as vraiment envie de servir les gens. Tu vas pas arrêter de travailler à 62. Donc, tu sais quoi, t'as encore 30-40 ans.
T'as le double de ce que t'as 30-40 ans pour le faire encore. T'as le double de ce que t'as fait jusqu'à maintenant. Tu te vois comment dans 40 ans? Ce que je veux qu'on intègre avec ça, c'est que déjà ce que t'as fait dans les 38 dernières années de ta vie, c'était incroyable, c'est énorme. Imagine, tu passes les 40 prochaines années de ta vie à être pleinement focus sur un objectif parce que t'as trouvé le truc qui te parle. Est-ce que t'es consciente de tout ce que tu peux faire en 40 ans en étant focus sur le truc qui te parle vraiment? C'est énorme. Qu'est-ce que c'est un an à patauger et à tester des trucs? Bah rien, puis c'est normal en fait. Un 40e à tester des trucs. C'est vrai. C'est normal de patauger parce que c'est grâce à ça que j'ai réussi. Exactement. Mais oublions pas ça. Moi, pendant trop longtemps, j'avais cette pression de je voulais être le jeune qui fait des trucs. Je voulais être... Putain, je voulais qu'on me dise la phrase « Ah ouais, t'as 25 ans, c'est incroyable !» Je voulais avoir monté une agence, vendu une boîte, monté une start-up. Je voulais avoir fait tout ça avant 25 ans pour qu'on me dise cette phrase. Et c'est Gary Vee, encore une fois, parce qu'en ce moment, je bouffe son contenu comme un porc. Et il dit à un moment, il dit « Les projets que je ferai quand j'aurai 90 ans, vous ne savez même pas encore idée. Parce que je suis passionné de ce que je fais, je ne m'arrêterai pas à 90 ans. Mais à 90 ans, j'aurai tellement de ressources financières, tellement de connexions avec personnes que je connais, tellement de sagesse, tellement d'expérience, tellement d'erreurs, tellement d'amis prêts à me soutenir, que mes projets, mais ils vont être énormes, quoi. Et on a encore, t'as encore 40 ans devant toi. Plus même, 40 ans, ça t'emmène que jusqu'à 80. Si t'arrêtes à 90, t'en as 50. Non, mais c'est vrai. Et on a le temps. On a grave le temps. Il n'y a aucune pression. Le seul but de tout ça, de toute façon, c'est de kiffer notre life, quoi. Mais c'est vrai que ça me fait penser au fait que des fois, on pense à l'âge qu'on a. Et peu importe l'âge. Bon, alors 25 ans, non, parce qu'à 25 ans, je peux pas, t'es jeune, t'as encore. Ah, bah, je pense à l'âge que j'ai. Mais moi, je me dis, ok, j'ai 27 ans et je commence tout juste la vie de freelance alors qu'il y a une nana, ça fait 5 ans qu'elle est freelance, mince, je suis en retard, j'arrive après tout le monde. Et en fait, il faut savoir un peu sortir de ce côté, âge physiologique. Arrêtons de penser âge, parce que... Moi, quand je parle de jeunes freelance, c'est des gens qui sont jeunes dans leur expérience de free. Mais tu vois, l'avantage que tu peux avoir à 27 ans et que tu te lances maintenant par rapport à des personnes dans le programme elle est sortie du lycée, et elle est devenue free direct. Parce que tu as une expérience différente et une sagesse différente et un calme différent de quelqu'un qui sort du lycée, qui se lance, qui part dans tous les sens et qu'il faut cadrer. Et oui, parce que dans 5 ans, voilà, et c'est des choses différentes. Et peu importe l'âge à laquelle tu te lances, tu as une expérience de vie qui donne un contexte différent à où tu en es. Et la seule chose à faire, c'est de te rendre compte comment tout ce que j'ai fait avant, je l'utilise pour que les années d'après, ça m'apporte. Peu importe l'âge que tu as. Mais du coup, moi, j'ai, par rapport à l'âge et par rapport à ce que tu disais, au fait que j'ai 40 ans devant moi, en fait, moi, t'as trigger un truc la dernière fois pendant ta conférence parce que tu parlais du why, après t'as parlé de ton père. Et d'un coup, moi, ça m'a sauté aux yeux le fait que pourquoi j'ai autant envie d'aider les gens à faire leur passion au-delà du fait que j'aime être en contact avec ces gens-là et tout ça. C'est que moi, j'ai perdu ma mère quand elle avait 19 ans, elle a hissé son boulot, et elle disait qu'une seule chose, c'est j'ai hâte d'être à la retraite. Et elle n'a pas connu sa retraite. Et du coup, je pense que c'est ça. Et donc, du coup, moi, je me dis pas... j'ai 40 ans devant moi parce que c'est aussi ça pour moi qui a été dur dans ma vie professionnelle, c'est de me projeter, de me dire justement j'ai le temps, comme tu dis, parce qu'au départ j'ai été, de toute façon je m'en fous un peu du boulot que je vais faire, et puis bon, au bout d'un moment j'ai fait, a priori je vais vivre quand même encore un peu, donc il vaut mieux que je pense à... Voilà. Bien sûr. Et en fait, moi je mettrais plutôt à l'inverse, c'est si je meurs demain, comment je peux faire en sorte d'avoir fait tout ce que je pouvais faire pour transmettre ou laisser une empreinte, parce que justement j'ai fait une interview avec le groupe Catastrophe, un excellent groupe au passage. Et en fait donc ils avaient un projet sur le temps, je sais pas, ils vont faire des concerts en mois d'avril, tout ça sur leur nouveau projet, et je crois que c'est peut-être l'interview où justement j'étais plus vulnérable, c'est la première fois que je parlais face cam en parlant vraiment de moi et tout ça, en leur faisant confiance sur comment ils allaient exploiter le contenu derrière, même si normalement j'ai un droit de regard.
Et un des trucs que j'ai dit, c'est moi, toi tu parlais d'avoir un enfant, Justine, tout à l'heure. Moi je sais pas encore si je veux des enfants, mais ce que je suis sûre, c'est que je veux laisser une empreinte ou un truc. Et je sais pas encore comment le laisser. Et donc c'est plus ça du coup qui va me motiver, je pense, à... Encore une fois, ce truc-là, c'est complètement personnel. C'est comme avec les objectifs, avec les visions, etc. Le seul objectif de ça, c'est que le matin, ça te mette en mouvement pour que tu passes à l'action et faire les choses que tu veux faire, pour qu'il y ait du sens. Si ça te paralyse, cette pensée ne te sert à rien, vire-la de ta tête. Et change les pensées pour que tu aies que des pensées qui te mettent en mouvement et qui te permettent d'avancer. La différenciation que je trouverais, c'est effectivement, pour moi, il est jamais trop tôt pour te poser la question de est-ce que je suis vraiment à ma place et je fais ce que je veux faire, pour pas avoir ce truc de j'attends tellement ma retraite, putain, j'en ai ras le cul de la vie. Mais une fois que tu as trouvé vraiment l'endroit et que tu le sens et que tu es aligné et que c'est vraiment ce que tu as envie de construire, là tu peux souffler et te dire ok, c'est pas grave si c'est pas parfait demain. Par contre, là où je te rejoins, et c'est clairement ma manière de penser, c'est si je peux faire un truc aujourd'hui qui a un impact sur les gens que je peux servir, pourquoi j'attendrai demain ? Pourquoi j'attendrai d'avoir le bon appareil photo ? Pourquoi j'attendrai d'avoir le bon micro ? Pourquoi je prends pas un petit dictaphone à la con et je l'accroche à mon pull pour faire ça ? Il n'y a aucune raison. Si tu as vraiment trouvé les gens que tu as envie de servir, on s'en bat les couilles du matos. Orelsan le dit très bien d'ailleurs. On s'en bat les couilles du matos. Non, là il dit C'est vrai. t'as pas besoin d'un appareil pour faire un film, genre tourne ton film. Mais des fois, c'est un peu ce qui nous sert d'excuse, pardon. Bien De sûr. dire, On j'ai adore pas les ça. excuses. Moi, j'ai pas de Mac, donc On je ne peux adore. pas monter mes vidéos On pour veut ma juste... formation. Tout ça, c'est juste justifier nos C'est une peurs et nos peur, frustrations de pas avancer. Ouais. Et c'est pour ça que j'adore ce genre de truc-là et que je pense vraiment qu'on devrait tous avoir des mentors, des coachs et se faire accompagner. Et moi, j'ai décidé depuis la première fois que je me suis coaché, je suis soit en formation, soit en train de me faire coacher, mais jamais sans. Parce que tu mets quelqu'un entre toi et tes excuses, quoi. Et tes excuses, elles peuvent même plus exister parce que t'as quelqu'un qui est là, ah non. Puis en Là, plus, c'est pas vraiment ça, quoi. Quand on parle des peurs, des doutes, tu parles de mentor et de coach, c'est important parce qu'en plus, c'est des gens qui sont dans ce milieu-là. Moi, je sais, je me confie beaucoup à mes amis, ma famille, mon chéri. Et en fait, comme ils sont pas dans ce milieu-là, c'est limite eux qui vont me rajouter des peurs en plus. J'ai ma marraine qui me dit oh, mais freelance, non, c'est galère, regarde. Parce qu'ils projettent leur vision du monde sur toi. Ouais. Et là, tu vois, je lui dis regarde, j'ai un 3e client en 2 mois, j'ai pas fait du tout de démarchage. Et en fait, des fois, c'est pas forcément les personnes à qui il faut vraiment parler parce qu'ils sont pas. Quoi qu'il arrive, encore une fois, là j'ai envie d'introduire une notion importante par rapport à ça, c'est la notion de référence interne et de référence externe. Tous ces gens-là, même coach, mentor, accompagnateur, etc., thérapeute, ce ne sont que des références externes. C'est-à-dire que c'est des gens que tu consultes pour avoir des informations, un peu comme quand tu regardes dans ta voiture, tu as les voyants qui s'allument. C'est une information extérieure. Il faut la regarder, la prendre en compte, voir ce qu'il y a dedans, et ensuite, là c'est un vrai travail de développement personnel, du coup revenir en référence interne et te dire, avec tout ce que je viens de voir là et toutes ces infos, qu'est-ce que j'en fais et c'est quoi moi la décision que je prends. Parce que tu peux écouter ta mère, ton père, ton conjoint, tes sœurs, tes potes, ton coach, ton mentor, ton N+1, ton N+10, tout ce qu'ils vont te dire c'est leur vision et leur stratégie pour répondre à tes problématiques. Et j'avais une discussion passionnante avec mon pote l'autre jour, où en gros, histoire complexe dans sa famille. Et un truc qui peut arriver, par exemple, avec des freelances, c'est que leurs parents leur disent « Mais non, mais être freelance, c'est pas un vrai métier. » Elle est d'accord, Elle est d'accord, mais bien sûr, c'est avec plein de gens. Et quand tes parents te disent ça, ce qu'ils te disent pour de vrai derrière, c'est « Je t'aime, j'ai peur, j'ai envie que tu sois en sécurité. » Ouais, oui, parce que c'est de la peur aussi. Et quand on se souvient de ça, c'est pas le message en lui-même qui compte en fait, c'est pas ce qu'ils te disent avec leurs mots qui compte, c'est ce qu'il y a derrière. Et du coup, quand on comprend ça, on peut répondre je comprends que t'aies peur pour moi, mais t'inquiète pas. Mais j'ai vraiment envie de le faire de cette manière. Comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour que je sois plus en sécurité tout en étant freelance ? Et là, ça crée une direction commune et c'est pas je me bats freelance contre pas freelance. C'est on veut tous les. Moi aussi, j'ai envie d'être en sécurité. Moi aussi, j'ai envie d'avoir de l'argent qui rentre, etc. et d'être bien.
comment on se met dans la même direction ensemble. Et c'est juste prendre du recul et tout ce que tous ces gens disent avec leurs conseils, c'est je t'aime, j'ai peur, voilà ce que je pense être la meilleure manière pour toi de faire X. C'est vrai. Et on change la perspective. C'est clair que c'est compliqué d'expliquer aux parents. Moi, c'était... Ouais, parce qu'ils comprennent pas ça. Ils ont un C'est contexte de vie complètement ça sort différent. d'un cadre. C'est vrai qu'on prêche le sein CDI parce que c'est un cadre, il y a quelque chose qui il y a le rassure. salaire qui tombe. Moi, je sais que mon père, il a mis des mois à comprendre. Et en fait, à un moment, je lui ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il me dit, en fait, je ne comprends pas ce que tu fais. Mais c'est génial comme question. Ça, c'est la question. J'ai rien compris. Et il me dit, je ne comprends pas, tu dis que tu es photographe, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu trouves des clients? Comment tu gagnes ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Et quand on me pose la question, je ne sais pas quoi dire. Tiens papa, écoute mon podcast. Je ne sais pas quoi dire. Bon, après, j'ai essayé de l'expliquer un peu, mais j'ai compris que... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Mon père est d'origine asiatique, enfin il est d'origine chinoise. Et déjà, là, il y a une différence de système de valeurs avec moi, parce que moi, j'ai jamais... Avec chaque être humain sur Terre. Je m'identifie pas à cette culture, parce que j'ai pas grandi avec vraiment. Et du coup, je me suis dit, ok, donc pour mon père, c'est ça qui est important, c'est garder la face. Du coup, j'ai dit, papa, si tu ne sais pas répondre à ça, tu peux dire que ta fille est chef d'entreprise, parce que c'est le cas. Et là, tout d'un coup, il a fait, ah oui, ça c'est pas mal. C'est super bien ça. Et du coup, maintenant, parce que t'es rentré dans son cadre de référence à lui. Ouais. Et en fait, avant, on était vraiment en conflit parce qu'ils comprenaient pas, et moi, je comprenais pas qu'ils comprennent pas. Et quand je me suis posé la question, bon alors, qu'est-ce qu'il va comprendre? Là, ça commence à marcher. Et depuis, il ne m'embête quasiment plus sur ce que je fais de mes journées, en fait. Je lui dis quand j'ai des clients, je lui dis voilà, quand j'ai des nouveaux projets. C'est pas mal, ouais. Alors par contre, je ne demande pas son avis sur... Oui, bah ouais. sur mais ouais, c'est sûr que c'est compliqué avec les personnes qui... Enfin, surtout quand tu es la première personne de leur entourage à te lancer en tant qu'indépendant, quoi. Il est 11h50, je vous propose qu'on passe à la partie travail. Peut-être même, après l'idée je pense aussi c'est si vous avez des trucs dont on s'est parlé là ce matin, que chacun puisse bosser dessus aussi et on avance là-dessus quoi. Après je sais pas ce que vous avez prévu pour vos journées, moi j'ai pas mal de montage à faire par exemple. Un devis à préparer. Dernière petite note sur les devis, si t'es face à d'autres gens et que tout le monde envoie un devis, page blanche, les chiffres, ton nom en bas, t'as aucune différenciation, le seul truc qu'ils vont regarder c'est le chiffre en bas. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu envoies ton devis pour que ce soit complètement différent des autres? Je le rends joli. Tu peux le rendre joli, tu peux envoyer un truc avec. Tu peux faire une proposition commerciale plus qu'un devis. Enfin voilà, mais juste réfléchis à ça. S'il y a d'autres gens qui envoient un devis en même temps et que tous les devis se ressemblent et que tu n'as créé aucune différenciation, le seul truc auquel le client va faire gaffe, c'est le prix. Ouais. Voilà, c'était le mot de la fin. Ouais. Moi, la différence, je pense que j'essaie de la faire au début. En fait, comme tu disais tout à l'heure, voir les clients finalement comme des partenaires. Et moi, c'est hyper important pour moi parce que je veux plus trop ce truc de hiérarchie. Je suis en dessous, tu me donnes des ordres. Il y a vraiment ce rapport de force presque. Et du coup, là, j'avais un call prospect. Au bout de 2 minutes, je lui ai dit est-ce qu'on peut se tutoyer? Et j'ai essayé de rentrer dans son univers, un peu comme si j'étais là. Comme ça marque quoi. On se dit pas c'est juste une nana qui parle de sa life, de ce qu'elle sait faire. J'essaie de mettre un peu de regarde comme ce serait cool de travailler avec moi. Et rien que l'écouter, c'est une énorme différence avec quelqu'un qui va arriver. Alors moi, mon offre, c'est ça. C'est ça. Parce que t'as créé c'est pas juste ça quoi, tu travailles pas juste avec un robot, tu travailles avec une personne derrière. Du coup, on se met au taf? Ouais. Yeah.